Et hello tout le monde et bienvenue sur le podcast au carré. Je suis Lucien et c'est moi qui vais vous accompagner durant ce tout premier épisode où dans un premier temps nous allons revenir ensemble sur les événements qui ont marqué 2025 et dans un second temps parler des projets rap qui ont marqué nos oreilles et nos cœurs. Pour cette lourde tâche je ne suis évidemment pas seul et je suis même très bien accompagné. Lilian, Sophie, Anton, comment ça va? Écoute, ça va super. Hein. Ça va super. Let's go, on y va? Allez, let's go. Let's go, c'est parti. Juste avant de débattre sur les sujets qui nous intéressent, je tenais à citer quelques événements qui sont également intéressants évidemment, mais sur lesquels on n'aura malheureusement pas le temps de revenir. Donc tout d'abord le 17 mai, nous avons malheureusement perdu Ouais Renoir, un événement assez brutal parce que c'était vraiment un artiste au sommet de son succès à ce moment-là, et on le voyait vraiment rester au top des charts durant de nombreuses années. Et apprendre sa mort aussi soudainement, qu'on aime sa musique ou pas, ça a été un choc pour tout le monde, donc on lui souhaite donc évidemment qu'il repose en paix. Le 11 juillet, nous avons eu le retour d'un duo emblématique du rap US après plus de 15 ans de pause, celui de Clips, un duo formé par Pusha T et Malice, avec leur album Let God Sort Them Out. Et enfin, nous avons eu des concerts assez symboliques tout au long de l'année, comme la tournée de Caris pour les 10 ans d'Or Noir, l'Accor Arena de Roth pour les 20 ans de La Fierté des Nôtres, ou encore la tournée mondiale d'adieu du Wu-Tang Clan, avec pas moins de 34 dates. Voilà, maintenant que c'est fait, nous pouvons passer au sujet qui nous intéresse le plus. Et j'aimerais commencer par parler d'un événement qui a, je pense, influencé nos écoutes tout au long de l'année. C'est l'explosion de la scène, entre grosses guillemets, underground, FR et UK. Donc même si c'est des scènes qui se développaient déjà en 2024, pour moi elles ont réellement explosé cette année avec des artistes en France comme Sheriff Lazone, Six3OG, Six3Cluff, encore John Morty, et au Royaume-Uni avec des artistes comme SD Kid, Fimi Guerrero, Len, Sinner ou encore Whitey. Moi, ce que je trouve intéressant avec ces deux scènes, c'est qu'il y a eu beaucoup de connexions entre les deux. Voilà, on a eu des featuring entre Sheriff et Fimi Guerrero, entre Six3OG, Len et Whitey, et bien d'autres. Donc, moi, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que selon vous, ces deux scènes, elles ont explosé simultanément parce qu'elles sont liées, parce qu'elles se soutiennent, que ce sont vraiment les artistes qui se sont dit, ok, on représente deux des pays rap les plus écoutés dans le monde, donc on va tout baiser ensemble. Ou est-ce que c'est plutôt dû à la trajectoire individuelle de chaque artiste? Qu'est-ce que vous en pensez? Si je peux commencer, Vas-y, il y a un point que je trouverais important à souligner quand même, c'est qu'en termes de proportion, on n'est pas sur les mêmes niveaux. Aujourd'hui, par exemple, si on parle de la scène UK, déjà forcément grâce à la langue anglaise, elle a pu se développer au-delà même justement de la Grande-Bretagne. Ouais, c'est vrai. Et même en termes de chiffres, hein, SD Kid, là, c'est peut-être le plus gros nouveau contrat de l'année qu'il a signé avec une majeure cette année. Donc aujourd'hui, si on parle de la scène underground française, je pense qu'elle est encore sous le sol, tu vois, là où eux, ils ont percé ce qu'on pourrait appeler le plafond de verre côté UK. On retrouve pas ça chez nous. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas... Évidemment, en France, on n'a pas eu dans cette scène-là, on n'a pas eu de rappeur qui a explosé comme SD Kid, et je pense pas que ça va arriver, honnêtement. Mais je pensais, par exemple, à des mecs peut-être un peu plus petits au UK. Par exemple, Fimi Guerrero, Len, Whitey, c'est des mecs qui ont invité ces Français-là, et inversement. Donc je trouve qu'il y a vraiment une connexion entre les deux. Donc je veux aussi savoir si pour vous ça avait permis à chacun de se développer, de se lancer, ou si vraiment c'est grâce à la carrière de chacun. Pour le coup, ouais, je pense qu'il y a clairement des connexions qui ont permis de vraiment faire parler de part et d'autre au UK et en France des scènes des autres. Je pense notamment aussi à Sheriff Lazone qui a quand même fait pas mal de featuring, que ce soit avec Fimi Guerrero ou avec Pac Slim aussi, qui n'est pas UK mais qui rappe en anglais, donc on pourrait peut-être plus l'associer à cette scène-là. Pareil, il y a aussi une move pour rester sur Pac Slim. Il y a aussi le Gun Festival qui de base l'avait programmé. Ouais. Bon, malheureusement, il y a des imprévus qui ont fait qu'il ne pouvait pas être sur scène, malheureusement. Mais il était à Ireland aussi, par exemple. Il était à Ireland, ouais. Et justement, il était sur la scène. Ouais, c'était sur la scène underground français, un peu organisé par Alchemist, donc il était vraiment compris là-dedans, quoi. Il est vraiment authentifié comme ça. Puis, oui, là, j'ai que les feats de Sheriff Lazone, mais il est fort à parier que aussi... je pense que Six3OG a aussi des feats de la sorte. Whitey, ouais, même là récemment, du coup c'est pas du rap, on va y revenir d'ailleurs, mais il y a eu un feat entre par exemple Len et Theodora aussi. Ouais, grave. Et donc on a vraiment une scène UK qui aujourd'hui ne se limite pas forcément qu'à la scène underground francophone. Maintenant ils vont vraiment chercher parfois dans des grosses têtes ou quoi, et je pense que l'avenir est assez radieux, surtout chez les UK, parce que pour le coup je voulais aussi faire un parallèle avec la scène underground US
qui je trouve est quand même assez faible, enfin surtout de ce qu'on attend du rap US qui est donc un peu le papa des rap, on va dire. Qui est censé être beaucoup plus grosse que la scène UK. C'est ça, mais au final, j'ai ma petite critique là-dessus, c'est que je trouve que tous les artistes qu'on va retrouver dans cette scène underground, il y a beaucoup de similarités, on reste sur un pattern très similaire, alors que pour le coup, autant UK, je me suis pas énormément attelé parce que ça me touche pas énormément pour le moment, mais à voir, parce qu'il y a quand même des artistes que j'aime beaucoup comme Len ou Fimi, mais je trouve qu'en France, on a cette force d'avoir une scène underground très large, où on a des sonorités très différentes, même on a du mal un petit peu à définir c'est quoi l'underground. Par exemple, des artistes même comme Myro en soi pourraient être définis comme tel de temps à autre, tu vois, même si c'est pas à la même échelle. Mais on a tellement de richesse en francophonie que pour le coup, la scène underground, c'est compliqué à définir concrètement. Ouais, grave, parce que par exemple, moi je pense à des rappeurs comme Hugo TSR, qu'on voit justement, un mec qu'on voit comme underground depuis toujours, mais qui en fait il est super connu, enfin voilà, il a rempli un zénith, donc est-ce que c'est lié aux chiffres, est-ce que c'est lié à l'image, voilà, c'est un mot vraiment compliqué à définir, et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment le mettre entre guillemets en parlant de cette scène. Si on peut continuer sur cette idée de lien entre la France et les UK, d'habitude on va dire que les nouvelles tendances elles viennent d'en bas et elles montent. Cette idée de se donner la force outre-Manche, on l'a remarqué, ça fait quoi ? Ça fait peut-être 3-4 ans que c'est plutôt les gros qui ont commencé. Je pense à des feats Freeze Corleone avec Central C, et même Central C qui avait ramené JRK il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'il s'intéresse quand même aux nouvelles grosses têtes, ou en tout cas futures grosses têtes en France. Ouais, grave. Il y a eu Dave et Tiakola. Même quand je pense à Central C, par exemple, quand on l'a vu porter du merch de Zuku Maizy, tu vois, c'est Exactement. un mec un peu connu, mais de là être connu par le plus gros rappeur UK, c'était assez étonnant, tu vois, donc c'est vraiment des mecs qui s'intéressent à la musique de l'autre pays. Je pense que c'est aussi le résultat, en tout cas une réponse à un certain mépris qui vient des US, c'est-à-dire que les feats entre gros rappeurs français, mecs des US, c'est pas nouveau. Enfin, on a eu That's My People avec NTM, ou même encore avant MC Solar, qui a rappé avec des mecs de New York. Mais à partir des années 2000, il y a eu Booba avec Akon, c'était Lil Baby avec Nino, mais souvent ça parlait c'était des couplets qui étaient achetés pour des grosses sommes, et souvent ils n'avaient pas l'air d'être très respectés. Il y a qu'à voir, il y a pas longtemps, on a eu une embrouille entre Gazo et Offset, et Offset, exactement. Et je me souviens même de Niska qui avait dit nous ouais, voilà. voilà, les US pour eux c'est la Fashion Week, donc il y a peut-être cette idée aussi d'outre-Manche de sentir plus proche, déjà peut-être un esprit européen, je sais pas d'où ça vient. Ouais, puis plus de respect. Plus de respect, voilà. Donc moi je pense que c'est aussi une résultante de ça qui a amené qu'on ait des liens vraiment de plus en plus forts dans le mainstream et dans l'underground aussi chez nous. Ouais, puis pour le coup, pour les feats, en tout cas FR-US, en général, c'est surtout les Français qui invitent les US et rarement l'inverse. Enfin là, comme ça, j'ai peu de références justement de cette sorte-là. Je me rappelle du feat. Alors c'est des mecs très underground. Un peu miteux selon certains, que je trouve pas si horrible d'ailleurs, mais bon, c'est mon avis, entre Tripper et Youvdi. Ouais. Ah, y en a, ils ont pas résisté, ils ont fini par faire du rock après, donc ouais, pour le meilleur comme pour le pire, ouais. Et pour le coup, c'est la seule occurrence là qui me vient en tête. Ouais, il y a eu quelques trucs, mais c'est des rappeurs très underground. Ouais, là, jamais un mec installé va se dire j'invite un Français. Ouais, puis en général, les connexions qu'il y a aussi, c'est surtout des samples en fait, d'Américains qui vont sampler des chansons françaises, qui plus est des chansons qui sont quand même d'un ancien temps. Je viens de penser à un truc qui était dans l'autre sens. Après, c'est que des rumeurs. Je sais pas si on peut faire confiance à Yerim Sar, mais Drake aurait proposé de faire un remix de PNL. Et là, pour une fois, c'est PNL, c'est la France qui aurait en tout cas joué la carte du mépris. Ouais, c'est réel. Après, il y a aussi ce truc avec PNL de leur image presque mythique où ils parlent très peu et donc. Puis ils ont pas de feat. Qui sont extrêmement connus. Ouais, voilà. Moi, j'ai envie de croire à l'info. En tout cas, moi, ça va dans le sens de PNL, ça va dans le mien. Ouais, je trouve ça compréhensible qu'ils aient refusé. Ouais. Et aussi sur ces deux scènes, je voulais parler d'un truc, c'est que ils sont certes soudés entre eux, mais je trouve que ce qu'on a pu depuis longtemps, c'est que au sein de leur scène, ils sont très très soudés entre rappeurs. Je pense par exemple au UK où on a eu un album commun entre Len Sifu, Fimi Guerrero et Len, et énormément de feats entre plein de rappeurs UK. Et en France, pareil, au-delà de faire des feats ensemble, c'est des mecs qui font plein d'events ensemble, des concerts. Que ce soit cette scène-là de Sheriff 6OG ou par exemple la scène de MTP avec le double, Jimmy, etc. C'est des mecs vraiment très soudés. Et je trouve que ça fait un moment qu'on n'avait pas eu ça et ça fait plaisir un peu de voir des mecs qui se tirent vers le haut ensemble. Puis ce que je trouve bien aussi dans cette évolution, c'est qu'avant, il y avait plein de mecs qui étaient connectés. Voilà, je pense au Nekfeu, Alpha One, etc. Tous ces groupes-là, 995, etc. Mais justement, en fait, ils créaient des groupes, ils donnaient des noms. Alors que là, en fait, c'est très flou. Tout le monde peut fit avec n'importe qui.
mais tout le monde se soutient et il y a vraiment ce truc de voilà, on est soudés et on se tire vers le haut ensemble. Après, attention, il y en a quand même quelques-uns qui se tirent dans les pattes. Hein. Ouais, bien sûr, toujours pas. C'est Notamment là récemment, il y a eu un petit drama. Jeanne Morty, Bédry par exemple. Donc, certes, on a quand même une scène qui est très soudée et qui se tire vers le haut, mais en même temps, on a quand même de très gros égos aussi. Ouais, c'est vrai. Il faut faire attention à ça. Des égos pas forcément justifiés d'ailleurs, mais. Justement, sur le sujet des gros égos et de cette scène-là, je voulais rebondir sur Six Trilogy, justement. Parce que le morceau le plus connu de sa discographie, qui est sorti cette année d'ailleurs, c'est Ruiné comme un DJ, et c'est du bouillon, alors que pourtant Six Trilogy, il n'est pas caribéen, il est camerounais, et l'appropriation du bouillon par des rappeurs français, c'est quelque chose qui s'est beaucoup produit cette année, surtout par rapport aux années d'avant, que ce soit avec Vald, avec Niska, avec ARTR ou Ricky Bishop. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que selon vous, ils sont légitimes d'en faire parce que c'est de la musique, c'est universel, ou est-ce qu'au contraire, c'est de l'appropriation culturelle illégitime ? Ça dépend pour qui. Tu as cité des noms qui, de souvenirs, pour le coup, oui, c'est plus l'esprit d'Om-Tom, mais je pense à RTA, du coup, qui est réunionnais. Ouais, donc, même si c'était pas non plus les Caraïbes, il y a peut-être ça reste encore à discuter, j'en sais rien en soi, mais il y a peut-être une solidarité entre Dom-Tom. Pareil, Ricky Bishop, pour le coup, je crois qu'il est caribéen. Ouais, mais par exemple, Ricky Bishop, il y a ce truc aussi de respect de cette musique-là, parce qu'il en a fait beaucoup et tu sens qu'il connaît, il en a beaucoup écouté. Alors que peut-être des mecs comme Vald et Niska, je suis pas sûr qu'ils soient vraiment imprégnés de cette culture-là. Ouais, puis le son de Niska, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est pas forcément bien exécuté en plus. Donc, peut-être l'erreur, c'est juste d'avoir fait un son de la part de Niska qu'autre chose. Ouais. Mais allez, pow. Mais après aussi, encore une fois, on y revient, on en reparlera, mais je pense aussi il y a le monopole de Théodora sur la musique française qui a forcément beaucoup influencé. Je voulais vous poser la question aussi après. Est-ce que vous pensez que Théodora a eu une influence là-dessus Ah c'est sûr, sûr. Congolais sous BBL, ça a été tellement... oui, c'est un son qui a même dépassé les frontières. Donc à ce moment-là, même il y a beaucoup de gens, je pense, qui avant ne connaissaient pas tant que ça le bouillon. On parlait de Vald pour le coup. Je suis prêt à parier qu'à l'époque où il a sorti Ce Monde est cruel, pour lui le bouillon, j'en sais rien, se trouve il a une culture musicale vraiment plus développée que je le crois et j'ai du mépris. Il a dit en interview que lui, il savait à peine que c'était du bouillon et que c'était vraiment son beatmaker qui lui avait proposé. Mais voilà, est-ce que le beatmaker, il a pas juste entendu Théodora, il s'est dit j'ai envie d'en faire c'est pas impossible aussi. Hein. C'est possible, c'est pas nouveau si on vous apprend que les rappeurs, notamment les rappeurs mainstream, essaient toujours de suivre la vague. Et les tendances, on l'a vu avec la drill, tout le monde a essayé de faire de la drill, chacun à sa manière, plus ou moins bien. C'est bien d'avoir dit essayer, ouais. Essayer, voilà, ils se sont tentés à la discipline, on va dire. Mais la question que je me pose, c'est comment ils se sont, si on peut parler de légitimité, ou en tout cas de démarche, est-ce qu'ils se sont dit, on va faire un morceau type bouillon, ou alors est-ce qu'ils se sont dit, on va faire un nouveau Congolais sous BBL ? Peut-être que la question devrait se poser comme ça en tout cas. Ouais. Et c'est là où on verra s'il y a une espèce de légitimité, s'ils se sont intéressés au style. Ça veut pas dire lire la page Wikipédia, mais au moins savoir d'où ça vient. Peut-être savoir d'où est venue l'influence de Théodora. Je sais pas vous, moi j'ai pas trop poussé la question. Le bouillon, c'est pas ce qui me parle plus, mais est-ce que vous connaissez des artistes bouillon caribéens ? Pour le coup, Ricky Bishop, il en faisait avant qu'il y ait Congolais sous BBL, donc je pense que lui, pour le coup, il a vraiment ce truc... c'est sa culture à lui, c'est légitime, c'est juste lui qui veut en faire, à tel point qu'il se l'a réapproprié avec son expression de New Bouillon, directement. Mais oui, c'est sûr qu'il y a eu des tentatives, comme tu as dit, de faire des nouveaux Congolais sous BBL ou des influences très fortes du moins du morceau qui sont à peine cachées. Là, comme ça, de tête, je pense à le son BBL de Phantom, je sais plus comment, il a 2 pseudos, c'est un peu fou. Ouais. Mais pour le coup, c'est un morceau que j'écoute beaucoup, que je trouve super efficace. Pour le coup, le refrain, il dit littéralement, il me faut un Congolais sous BBL. Ouais, okay. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas de doute. Mais je pense que Niska aussi, par exemple, c'est quelqu'un qui est très mainstream, qui est très commercial. Et ce morceau-là, il le sort comme ça. C'est pas un extrait, c'est pas un truc d'un album. Il le sort comme ça, clippé. Je pense qu'il y a vraiment une volonté d'aller chercher des streams et de capitaliser sur le succès de ce genre-là. Hein. Mais du coup, moi, je trouve que c'est un côté positif parce que du coup, les artistes bouillon qui étaient pas trop connus, comme par exemple Ricky Bishop, ils ont pu prendre la vague. Et du coup, Ricky Bishop, j'avoue, j'avais jamais entendu parler avant 2025. Donc, je pense qu'il y a eu cet effet où ça a permis de monter à d'autres artistes à monter
et à être écouté par un nouveau public. Après, moi, je pense que c'est quand même un effet qui est un peu effacé parce que si je vous repose la question, à part Ricky Bishop, est-ce que vous connaissez des artistes qui font du bouillon de base? Moi, Et non, encore, j'avoue, Ricky Bishop, on l'a plus connu aussi parce qu'il a été amené par toute la team Trax, c'est-à-dire Implacable, donc toute la team qui tourne autour. Même on parle de New Bouillon, c'est mélangé à de la trappe ce qu'il fait. Ouais, Et, on le connaît parce qu'il vient du oui. milieu du rap un peu. Voilà, donc moi c'est là où la question de l'appropriation culturelle, voilà, parce qu'il faut apparemment faut dire les gros mots, peut se poser parce que y a un argument qui a été un peu avancé par ces gens-là qui se sont réappropriés le truc, c'est de dire oui mais on fait redécouvrir le style et tout. La question c'est est-ce qu'au lieu de mettre la lumière, ils l'ont pas juste prise entièrement sur le style. C'est-à-dire que ils ont profité donc de Théodora, ou en tout cas de l'engouement de Congolese sous BBL, pour chacun essayer de faire son truc, de prendre sa part du butin. Et au final, déjà que les miettes étaient peut-être un peu maigres pour les artistes de base, ils n'ont pas profité de ça. C'est-à-dire que je ne veux pas dire qu'on les a pillés, on ne va pas aller jusque-là. Parce que les morceaux bouillon, en tout cas proposés par les artistes de métropole, en tout cas qui ont grandi en métropole, ressemble pas aux morceaux de base caribéens, mais c'est là où la question peut se poser sur à quel moment on est sur de l'appropriation ou de l'inspiration et qu'est-ce que ça a apporté à la scène de base. Et puis tant que j'y pense, on parlait de Théodora, le morceau il s'appelle Les Congolais sous BBL. Donc dans le son forcément, dans le titre il y a Congolese. Je pense que les gens qui connaissent à peine le genre, ils vont de ce fait associer ça plutôt au Congo. Donc je pense que c'est un peu théorie craft ce que je dis. Non, mais je pense que ça a un peu exproprié le côté caribéen du bouillon et ça a créé un peu une nouvelle identité. Après, oui, il faut pas non plus avoir fait une veille de fou furieux pour savoir d'où vient le bouillon. Ouais, mais pas je rejeter pense la que faute sur elle parce que de toute façon elle ne pouvait pas prévoir un succès pareil. Ah non, bien sûr. Et pas prévoir ça. Il n'y a même pas de faute en fait. Ah, non, bien sûr. Mais ouais, je pense que ça a rabattu les cartes. Et justement, si je peux fermer le sujet, parce qu'on parlait de Vald et Niska et de leurs morceaux bouillon pas forcément bien exécutés. Donc moi, ça me fait penser à justement la baisse très flagrante de qualité dans les scènes rap mainstream, que ce soit FR ou US. Voilà, on peut citer beaucoup d'albums sortis cette année malheureusement. En France, il y a Beat Damso, La Fuite en avant de Relsan, le P AAA de Dinos. Et aux US, on a Carter 6 de Lil Wayne, Some Sexy Songs for You de Drake ou Yo Scooty de Young Thug. Donc pour vous, cette déception constante de la part de la scène mainstream qui dure quand même depuis plusieurs années, elle est due à quoi ? Après, pour comparer la situation française à la situation US, en France, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu un album d'une grosse tête d'affiche qui a marché. Parce que c'est-à-dire que les projets qui ont le plus fonctionné, c'est nos arrivants, tu vois, c'est sous la scène du 19e, Théodora, encore une fois, on va en discuter. Parce que là, un Drake, il y a toujours au moins un hit. C'est vrai que par exemple, Nokia, ça. Ouais, voilà. On a eu Kiki de Bondy quand même. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est qu'un morceau pour le coup. Mais là, je parle vraiment d'album. Oui. Mais pour le coup, aux States, il y a. Là, comme ça, je pense typiquement à par exemple l'album de Tyler, qui certes sort du précepte du rap, mais au moins on a un rappeur qui, on peut le dire aujourd'hui, même s'il a ses codes, c'est mainstream, beaucoup de gens, quasiment tout le monde le connaît, le gars il remplit des super grosses arénas, tu vois. Et ça a grave fonctionné. Clips, qu'on le veuille ou non, Pusha T c'est une tête d'affiche, donc Clips c'est pas n'importe qui non plus. Ça a marché, donc on a quelque chose d'un peu plus équilibré, même si c'est pas non plus super sexy ce qui se passe aux States cette année, tu vois. Mais en France, c'est la crise. Justement, moi, pour revenir sur le sujet quand même en général, c'est peut-être aussi juste on va dire le mouvement, en tout cas le rythme de l'histoire, c'est-à-dire que ils sont là depuis longtemps, ils ont eu leur apogée, leur âge d'or, et peut-être maintenant c'est à leur tour d'être les vieux, quoi. Je veux dire comme ça, mais c'est-à-dire que SCH il a quand même fini un peu en accéléré sa série des Julius, c'est-à-dire qu'on n'en avait plus entendu parler pendant 2-3 ans. Un gros moment. Et en un an, il sort une espèce d'interlude et l'outro. Damso qui fait son espèce de charabia comme d'habitude, qui disait ça sera mon dernier projet et tout. Mais c'est peut-être aussi, c'est leur moment aussi, c'est-à-dire que on a eu quand même une période où c'était une profusion de nouvelles idées, de nouvelles choses. On a eu le fameux âge d'or de 2015 à 2019. Ils ont participé à l'avancement du rap en France et de manière très forte. Peut-être que aussi on n'a plus grand-chose à leur demander, tu vois. Ils ont leurs recettes. Ils essaient de faire leur truc à leur manière.
Et c'est un truc intéressant si on peut juste faire un parallèle quand on parlait du bouillon. Les morceaux bouillon qui ont été le mieux réceptionnés, c'est par la nouvelle team. C'est-à-dire que on a parlé notamment de Niska et Booba qui font partie de, on va dire pas l'ancienne génération, la génération du milieu, et qui, c'est pas ouais tonton, enfin parfois t'as l'impression qu'ils arrivent et disent ouais salut les Jones, tu vois comment la fouine un peu dans l'idée. Bah là. Là je pense qu'on parle encore d'une génération encore avant, tu vois. Après Booba c'est un hunk hein. Oui, quand même hein. Niska peut-être pas, mais mais c'est pas Booba c'est hors catégorie après. Oui. Ouais, parle pas de Messi. On pourrait faire. Il était sur beaucoup de générations. On pourrait faire un podcast sur lui. Et est-ce que c'est pas justement l'envie de découvrir par le public, par les auditeurs, de découvrir des nouveaux styles, des nouvelles sonorités et tout, ce qui a permis du coup, comme on parlait tout à l'heure, de l'émergence de la scène underground. Donc je pense qu'il y a aussi cette volonté de découvrir autre chose, d'avoir de la nouveauté et pour que le paysage musical du rap évolue. Après, je pense que c'est pas impossible que des artistes d'une ancienne génération réussissent à s'approprier des sonorités plus actuelles. C'est sûr qu'il y a ce truc de forcément des fois de position où c'est un peu compliqué. Je parlais de La Fouine. Là, typiquement, il y a eu la vidéo de Mr V qui est sortie hier, avant-hier, je sais plus, où il le parodie à fond, où on a un vieux qui fait des expressions de Jones, entre grosses guillemets. C'est sûr qu'il faut réussir à être assez adroit. Mais je pense que justement, ce qui est intéressant des fois, c'est d'amener ce côté un peu d'un artiste qui est de sa génération, sans pour autant être caricatural, qui va se lancer dans un nouveau truc. Et je pense moi, que c'est sympa. À ce sujet-là, je pense à Rimka directement, qui a collaboré avec la nouvelle scène beaucoup et qui donne pas ce côté ringard. Enfin, on n'a pas trop l'impression. Et même si moi sa musique me touche pas forcément, je trouve ça vraiment impressionnant qu'il ait fit, et surtout avec des mecs qui n'ont rien à voir quoi. Le mec il a fit avec Jules, il a fit avec TH. Enfin voilà, c'est des artistes qui sont vraiment très très différents. Dossé aussi en même temps tenter le DMV avec Lillefond et sur son même dernier le feat projet. avec The Quin, hein. Et sur son dernier projet, c'est ça aussi. Il s'est pas contenté de ça. Il a ramené The Quin. Par exemple, parallèlement, Rimka lui a ramené TH. Donc ils sont un peu sur la même logique les deux. Et si je peux revenir quand même sur un détail parmi les gros des gros à l'époque, un mec qui déçoit pas trop, et peut-être ça joue du fait qu'il est moins ambitieux aussi, c'est Leto, quand même, qui a sorti 2 ou 3 EP. C'est-à-dire que déjà, entre annoncer un album et annoncer un EP, c'est pas la même chose. Surtout après beaucoup de temps d'attente. Et il a été efficace, il a fait sa recette. Et on lui n'a pas demandé plus. Justement, je trouve pas forcément sa recette. Parce que si t'écoutes les 3 EP, je trouve que les 3 EP, ils sont vachement différents. Ouais, mais on reconnaît quand même que c'est Leto. On se dit pas, oui, bien sûr. Mais par exemple, le premier, je sais plus comment il s'appelle, mais il y en a un qui est quand même très très mélo. L'autre qui est assez rap, et le troisième où c'est quasiment que des feats. Je crois qu'il y a des feats avec Jeune Morty, Imra, etc. Et donc vraiment les 3 sont ultra différents, et je trouve ça cool qu'un mec comme lui puisse être encore très versatile aujourd'hui. En fait, avant il était peut-être assez fort pour être versatile sur tout un album. Là il a peut-être divisé chacune de ses parties où il était fort en 3 parties. Ouais, peut-être. Ouais, bon, en tout cas, ouais, puis pour rajouter un peu une pièce dans la machine, et pour rebondir sur The Quin, il y a aussi Youssoupha qui l'avait invité. Et là c'est, je trouve, encore différent, parce que Youssoupha c'est vraiment il a un peu ce côté vieux jeu dans le sens où il fait du rap où il y a clairement un propos, où pour moi c'est une autre envergure que juste faire de la musique pour faire de la musique. Et pour le coup après j'ai pas écouté le morceau parce que je suis pas très fan de la musique de Youssoupha, même si je respecte, mais je sais pas si ça a fait forcément ce côté un peu ringard. Justement, moi je trouve sur par exemple Youssoupha ou Medine, je trouve que c'est 2 rappeurs qui vieillissent extrêmement bien, et sans forcément avoir besoin de s'adapter. C'est-à-dire que Youssoupha, t'écoutes son dernier album, c'est pas du tout des sonorités qu'on entend aujourd'hui. Pourtant, ça marche super bien. Et ils ont un truc dans la voix, dans leur rap, parce qu'ils rappent bien et qu'ils écrivent bien aussi, hein, mais qui fait qu'ils sont toujours très d'actualité, que c'est toujours super cool à écouter. Aussi, un truc important à dire, c'est que c'est des gars qui étaient là avant l'âge d'or, et qui sont un peu hors du temps. Même ils ont pas le même public, ils ont un public plus âgé. Et c'est vrai qu'ils ont la capacité de traverser les époques. Ouais, c'est impressionnant. Surtout quand tu vois que c'est vraiment un trio de potes avec Kerry James, et quand tu vois Kerry James qui fait aujourd'hui, là par exemple, il y a totalement ce côté ringard et compliqué, qui est compliqué à écouter même sur les prods. Parce que les deux, ça se voit qu'ils écoutent encore du rap. Kerry James a reconnu à la régulière il y a pas longtemps qu'il écoutait pas de rap. Et puis il est parti faire d'autres trucs aussi. Lui, il a fait des films de son côté aussi. Peut-être que ça n'a pas très marché non plus. Voilà. Et
je pense, je vais conclure sur ce sujet, mais sur un message un peu d'espoir. Mais on a des artistes d'une génération qui n'est pas la nouvelle en tout cas, qui font la passe aux jeunes. Je pense par exemple à La Fouine. Bon, est-ce que c'est réussi ou pas, c'est une autre question, mais avec ses Capital du Crime Radio, où il va inviter plein d'artistes, des fois... énormément de feats, ouais, des fois pas les meilleurs, hein, coucou RK. Et en même temps, des fois, c'est toujours super intéressant. Je pense qu'il y a des gens qui sont pas forcément trop habitués à voir les nouveautés, les nouvelles têtes. Et qui va chercher un peu partout, quoi. Ouais, puis pareil, même niveau live, on en parlait il y a peu, mais Hamza qui ramène Sonny Rave et Jeanne Morty à sa Défense Arena. Ouais. Quel move de roi pour le coup, là, il n'y a rien à dire. Grave. Et bah nickel, on peut pour le coup, bon j'ai pas de transition, on va changer totalement de sujet, je vous avoue. Je voulais parler d'un album qui a marqué, je pense, tout le monde chez les auditeurs de rap français. C'est évidemment Pretty Doll Corps de Petite Sœur, Femme Togo et Néofront. Un projet à l'impact immense de par ses thématiques quasiment jamais abordées dans le rap FR auparavant, ou encore pour tous les débats que l'album a engendrés durant plusieurs jours sur les réseaux. Donc ma question, elle est assez clivante, elle a été très très débattue. Est-ce que pour vous, Pretty Doll Corps, c'est un album qui deviendra au fil du temps un classique de l'histoire du rap français ? Un classique, c'est un très grand mot quand même, ouais. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend classique, on entend par exemple dans la légende de PNL, on entend des albums où tu vas écouter n'importe quel son de l'album dans n'importe quel contexte, ça passera toujours. Ouais. Pretty Doll Corps, c'est une envergure différente parce que bon, il y a quelques sons que tu peux écouter un peu n'importe quand, genre 10 000 lumens par exemple, on est encore, tu vois, sur la surface du propos, on est tout en haut de l'iceberg, la partie à la surface. Mais par exemple, Sixth Floor, je vais pas l'écouter quand je prends ma douche par exemple, tu vois, parce que... Bien sûr, mais il y a ce côté quand même avec les classiques où c'est parfois des propos très je sais pas comment dire, mais parfois très durs et qui changent totalement. Bah, et que... Idéal J, le combat continue. Exactement, ouais. Et pour le coup, là on est vraiment sur un projet, sur un propos justement. Pour le coup, c'est sûr que, qu'on le veuille ou non, il y aura un avant et un après, pour le meilleur comme pour le pire. Mais est-ce que c'est justement pas ça qui fait un classique ? Un classique. Après, est-ce qu'il y a des albums, c'est compliqué à définir, mais... Moi, je pense que ça peut devenir le classique, mais d'une scène en particulier. C'est-à-dire que, par exemple, il jouera pas dans la cour des Le Monde Chico, ou tout ce qu'on a eu quand on parle de l'âge d'or, mais il peut jouer dans la catégorie, je pense à UMLA. Donc des scènes, on va dire... qui sont pas, on peut pas encore parler on peut pas te parler de mainstream, mais qui ont quand même, on va dire un modèle économique quand même, qui ont eu des certifs. Ouais. Par exemple, moi je pense à Adios Bahamas aussi. Justement, je me souviens, les projets ont été platines en même temps, le même jour, je me souviens. Et je pense qu'ils pourraient jouer dans ce type de nouvelles scènes entre l'underground et le mainstream. Je sais pas, une scène typée le règlement. Forcément, on va revenir sur ce point-là, mais c'est un peu le même type de scène aussi et le même type de public, donc mais ça peut rester... Moi, un album comme UMLA, que ce soit mainstream ou pas, moi je le vois totalement comme un classique. Enfin, moi, il a vraiment cette image-là dans ma tête. Au-delà de mon appréciation personnelle, j'ai l'impression qu'il est vraiment vu comme ça. Après, il est venu par cette scène-là. Le truc, c'est que moi, je pense que tous les quatre, on baigne un peu là-dedans, donc on est un peu biaisé par rapport à ça. Mais oui, pour moi, c'est un classique aussi. Après, la notion de classique dans le rap, pour moi, il y a ce truc où vraiment à peu près tout le monde va l'écouter ou avoir la référence et savoir de quoi il s'agit. Le fait est que dans le rap, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a toujours de l'homophobie et de la transphobie en tout genre. Et de ce fait, je pense qu'il y a des scènes et des publics surtout du rap qui vont vraiment être fermés à ce genre de propositions et qui vont pas l'avoir en référence en fait, tout simplement. Donc après, il y a plein de gens, ils ont pas les sirènes du charbon en référence, mais... Ah, je l'ai pas. Oui, mais les gens... Oui. Voilà, t'as gagné. Mais les gens qui... Non, mais Desporuti. Oui. Mais les gens qui connaissent Desporuti, même s'ils apprécient pas plus que ça, ils disent... Oui, c'est reconnu comme un classique. C'est vu par pas mal comme un classique, les sirènes du charbon. On pense par exemple à Skeufré qui a fait une référence à l'album sur la dernière cover. Voilà, ce genre de référence, c'est... Quand on fait des références comme ça sur des covers, souvent c'est quand même des albums assez... Skeufré qui fait aussi une référence à Pretty Doll Corps d'ailleurs dans l'album. Oui, c'est vrai génial, en plus. Super. Mais on s'y retrouve. Au-delà de juste tout le monde l'écoute, il y a aussi ce côté avant et après. C'est-à-dire que Alpha One, c'était un peu vu comme... le rappeur du village, le dernier rappeur qui rappe, et aujourd'hui c'est pour ça qu'on a des Myro, des Agent Crack, toute cette scène là qui prospère. Donc peut-être qu'il y aura un après Pretty Doll Corps dans un style. Mais j'avoue, j'ai un peu peur de la durée de vie de cet album parce que déjà aujourd'hui on en parle
plus beaucoup, alors que par exemple, la même semaine, il y avait l'album de Ino Casablanca qui est sorti, et cet album-là, on en parle encore beaucoup. Surtout que je ne pense pas qu'ils vont le jouer en live, sachant que Femme Togo fait pas de scène. Donc déjà, ça va compliquer la durée de vie du projet. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que j'ai un peu peur que peut-être on en a beaucoup parlé cette année, mais peut-être... Qu'on l'oublie assez vite. Ouais. Après, c'est un peu société ce que je vais dire, mais même en soi, dans le rap, en général, la notion de classique, elle va être de plus en plus dure dans le sens où la durée de vie des projets en général, en fait, c'est vrai, de plus en plus courte. Ouais. Ah, c'est terrible, hein, pour le coup, pour paraphraser Jean Jass dans Doudou dans l'été. Il dit à un moment donné, c'est cool, tu vas encenser mon projet, mais dans 2 semaines, tu l'auras oublié, quoi. Ouais. Donc, bon, il faut tenir la longueur. Et je pense que c'est sûr. aussi le rôle du traitement médiatique, et même des médias en général. Le truc, c'est que plus t'en passes, plus les médias sont biaisés. Il y a des grilles tarifaires, etc. Et pour le coup, là, c'est plus une critique des médias en tant que tel. Mais même, je vous invite aussi à aller écouter le podcast de Yerim Sar, justement, sur Sortie du four, donc SDF, où il analyse justement le traitement médiatique de Pretty Doll Corps. Même, c'est un projet qui est, par exemple, aussi un peu desservi par... Il y a une vidéo de Jordan Florentin, Nos bons amis d'extrême droite, n'est-ce pas, qui avait passé un morceau, le môme du coup de Pretty Doll Corps en fond, alors qu'il disait on va aller voir les fans de Marine Le Pen et Jordan Bardella, quoi. Donc je pense qu'encore une fois, des gens qui vont être assez étrangers à cet album, s'ils tombent sur la vidéo, ils vont se dire c'est quoi cet album de Faf, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc pour le coup, le cas de Pretty Doll Corps, c'est très particulier parce que ça vise un entre grosses guillemets un public en particulier, du moins une ouverture d'esprit que tout le monde n'a pas. Ouais, mais Après, sur le... Peut-être que dans 10-15 ans, des gens qui, en tout cas, l'ont pas écouté, ou peu importe, des gens qui s'intéressaient au rap, peut-être ils auront plus le blaze et tout le monde dira mais si, le truc avec la cover bizarre et tout, ils diront ah oui, donc peut-être que ça va rester aussi dans cette idée-là. Après, une fois, cette idée de classique. Voilà, après, moi je trouve qu'il y a quand même un aspect que l'album a pas mal, qui est commun à pas mal de classiques. Enfin, moi je suis assez passionné par la littérature et le cinéma, et dans ces 2 domaines-là, il y a pas mal de classiques. Quand ils sont sortis, ils ont été très très débattus, très très critiqués. Et je trouve que c'est exactement ce qui s'est passé avec cet album, justement. Parce que quand il est sorti, ça a fait un raz-de-marée de gens qui l'adorent et de gens qui détestent et qui disaient peu importe le propos, musicalement c'est pas bien, etc. Et donc ça a fait des grands débats, ça fait des débats sur plein de choses. Et je me suis dit, ok, on a peut-être quelque chose. Si ça parle autant, c'est que c'est peut-être pas pour rien quand même. Après, pour rebondir sur ce que disait Sophie, maintenant aussi, tout va dépendre de la durée de vie du projet en tant que tel. En général, en fait, aussi les classiques, comme on l'entend, c'est des projets qui ont été défendus, en fait. Et là, c'est des artistes, Petite Sœur et Femme Togo, qui n'ont pas d'interview. Les concerts Femme Togo, tu peux oublier. Petite Sœur, c'est comme les éclipses. Donc, l'entretien de l'album, peut-être qu'ils ont pas envie que ce soit un classique. Après, aussi. Je pense qu'ils s'en fichent. Ouais. C'est une démarche. On est là à en parler, mais... ce projet, il n'est pas de rien. C'est-à-dire que c'est pas lui le point de départ. C'est-à-dire que, moi, j'en parlais après, mais Femme Togo sort Franc-Teasereur Partisan en début d'année. Sœur était sur un run aussi. Et ce projet-là, c'est aussi un peu la somme, ou en tout cas le résultat de leurs 2 parcours à eux. Donc, peut-être que le classique sera leur parcours à eux aussi. Peut-être que... je pense à Femme Togo aussi, qui avait dit avant de sortir l'album, c'était le plus personnel de sa carrière, etc. Il a dit c'était l'album de ma vie. Ouais, c'est ça. Donc il y a quand même quelque chose d'important maintenant, pour eux. Reste à voir en fait la suite de leur carrière, tout bêtement, de voir si c'est en effet la jeunesse de quelque chose de nouveau, si vraiment on va y avoir une popularité aussi folle qu'on a pu avoir pour Pretty Doll Corps. Je leur souhaite. Mais c'est pas des rappeurs qui sont destinés, enfin du moins pas destinés, c'est pas le mot, mais qui ont pour vocation de marcher. C'est pas, ils en foutent des charts. Togo, comme il a dit, si ça marche pas, je m'en fous, je tombe dans la mine et puis voilà, quoi. Moi, pour conclure, je donnerai quand même la parole, en tout cas à la sainte règle de Raphaël Dacruz, la règle des 5 ans. Donc on verra dans 5 ans. Ouais, je reposerai la question. Voilà. Allez, on sera là. Je voulais aborder un tout dernier sujet, peut-être un peu rapidement. C'est celui de la désacralisation du Stade de France. Jusqu'à cette année, je trouve que c'était vraiment vu comme un événement historique qu'un rappeur annonce un Stade de France. Ceux qui pouvaient le faire, on les comptait sur les doigts d'une main. Hein. Mais cette année, on a eu Ninho qui en remplit 2 en 2025, PLK qui en a annoncé 2 en septembre 2026, Jul qui en a promis plusieurs en mai 2026 et SCH qui a prévu le sien pour 2027. Donc je vais vous demander qu'est-ce que ça vous évoque, vous, toutes ces annonces. Est-ce que pour vous, le Stade de France, c'est encore un lieu de concert mythique et historique ?
Déjà, je trouve que plus on avance dans le temps, plus les artistes visent de plus en plus gros. Genre, avant, c'était l'Olympia qui était un peu la scène mythique. Ensuite, c'est passé au Zénith, puis à l'Accor Arena. Et maintenant, c'est un peu le Stade de France où il y a un peu ce truc où si j'ai pas fait le Stade de France, j'ai pas réussi ma carrière. J'ai l'impression qu'ils veulent tous tenter ça. Surtout qu'en plus, cette année, c'est le Stade de France a battu ses records en termes de programmation de concerts. Et même par rapport à la consommation de ce qu'on écoute, comme on disait tout à l'heure, on écoute de plus en plus de choses, de beaucoup plus d'artistes, beaucoup plus d'albums. Mhm. Et du coup, je pense que les communautés sont de plus en plus grosses. Et donc, du coup, c'est plus simple pour un artiste de remplir des salles de concert. Mais aussi, est-ce qu'on peut pas se demander, comme le Stade de France, le public est très gros aussi. Enfin, il y a beaucoup de monde dans... C'est un concert qui rassemble beaucoup de personnes. Est-ce que par hasard, le public est très fan ou justement il n'y a pas un autre public un peu moins fan qui vont connaître seulement les sons les Très plus connus? bourgeois qui est prêt à Oui, dépenser c'est ça. pour des artistes qu'ils écoutent pas forcément énormément. Et surtout, est-ce que c'est pas vraiment vraiment la commune de base? Parce que se payer une place de concert, c'est qu'une seule communauté qui peut se le permettre et tout. Surtout au Stade de France, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas justement une partie du public fan ou même certains artistes qui pourraient aller plus loin mais que leur communauté n'ont pas les moyens d'aller... C'est vrai. Et je vais juste demander aussi du coup sur le Stade de France, le fait qu'il y ait de plus en plus de concerts annoncés, est-ce que pour vous c'est une bonne chose? Ouais, j'ai envie de dire, en tout cas en tant que fan de rap, ou en tout cas si on veut la reconnaissance, il y a quelques années on se disait est-ce que le rap c'est la nouvelle pop? Peut-être ça passait par des grosses salles. Si t'as en tout cas du point de vue de quelqu'un qui a envie que le rap rayonne de plus en plus haut, on a envie de dire il était temps un peu. Enfin, en tout cas c'était peut-être je sais pas, le dernier plafond de verre, la dernière preuve qu'on en avait France, besoin ouais, je de montrer. pense. Après je sais pas, comme d'habitude on va dire c'est un peu Booba qui a montré la voie en bien ou en mal sur la question. Donc pour moi c'est juste une manière de montrer en tout cas que le rap rentre dans la culture populaire française, en tout cas par la grande porte enfin, et va s'inscrire en tout cas dans la durée ou d'un certain point de vue historique en tout cas. Le rap a gagné, mais à quel prix? C'est mon livre préféré. Mais pour le coup, ça fait un peu société ce que je vais dire encore une fois. Mais d'une part aussi, il y a quand même la starification des artistes qui est, je trouve, pas oubliée. En vrai, on a eu ce truc aussi pour des artistes moins rap comme The Weeknd et tout. Même Beyoncé, c'est des icônes, tu vois. Genre, on parle pas de Messi, quoi. Évidemment. Genre, ces gens, tu touches pas à eux, tu vois. Ouais. Et on a un peu ce truc-là, je trouve, avec. En fait, c'est aussi de la com. Par exemple, on parlait de Nino. Nino, il est érigé par certains comme le GOAT, tu vois. Et il y a aussi ce truc-là. Et c'est tout bête, mais en fait, c'est aussi juste le capitalisme où on a ce truc de. En fait, le plus, c'est le mieux. Et je pense qu'il y a ce truc vraiment d'ambition où on s'est dit, ok, Stade de France, la plus grosse salle, on y va. Et il y a déjà cette mentalité-là dans le rap, surtout mainstream. Donc pour moi, c'est une conséquence de ça aussi, en fait. Et après, je pense que oui, il y a aussi ce côté justement où le Stade de France, c'est un mythe. Et on veut un peu all-in pour le faire. Je pense à PLK, je sais pas s'il va en tirer du bénéfice, tu vois, par exemple. Parce que ouais, en plus. c'est vachement ambitieux. Ouais. Après, il a un public qui a les moyens. Très engagé aussi, Ouais, qui a les moyens, un public très parisien. Mais je pense qu'aussi il y a ce truc où, après j'en ai aucune idée, on verra les bilans. Je dis ça comme si je travaillais là-bas. Mais pour le coup, je pense qu'il y a des artistes qui le font vraiment pour, entre grosses guillemets, l'amour du move, et en même temps qui vont peut-être couler sous les coups de ce move, quoi. Je sais pas, moi je me souviens que sur la rentabilité, Booba, dans l'interview avec le chroniqueur Sal, avait dit que ça rapportait beaucoup d'argent, mais bien moins qu'une tournée étalonnée avec une économie d'échelle en tout cas, mais en tout cas c'était une idée aussi de prestige. Ouais, puis je sais pas, mais je pense qu'on n'est pas à l'abri que d'ici quelques temps, on ait des sponsors aussi qui rentrent dans l'équation. On verra. Mais ouais, de ce fait, surtout maintenant, quid des salles comme l'Accor Arena, comme la Défense Arena, qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'avant c'était un sale plafond de verre. Maintenant, quel genre d'artistes vont y aller? Telle est la question. Et du coup, après le Stade de France, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, moi j'ai un peu peur pour ces artistes, parce que du coup, ils ont fait le Stade de France. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Parce que si le Stade de France est le plafond de verre, qu'est-ce que ça va être le prochain? T'inquiète, sur la Lune, Elon Musk. D'en faire plusieurs. On peut penser à des tournées mondiales, des trucs comme ça. Il n'y a qu'à voir des Indochine, des Mylène Farmer, tout ça. Ouais. Des nouvelles pop.
Ça me paraît parfait pour conclure. Je pense qu'on peut passer à la musique, donc passer au Rico des projets musicaux qui nous ont fait le plus kiffer cette année. Donc on a 2 top 3 chacun, donc l'un en rap FR et l'autre en rap international, et on va se le partager chacun notre tour. On y va ? Let's go. On y va. Hop. Donc je vous propose qu'on commence par le top rap FR, et si ça vous dérange pas, je veux bien commencer. Donc moi, ayant la manie des classements, je les ai rangés par ordre de préférence, et en 3e position, j'ai mis Trap Notion de Foxa. Mais juste avant d'en parler, je voudrais revenir sur quelque chose qui est lié, mais qui m'a un peu saoulé cette année, voilà, faut le dire. Moi j'écoute de tout en rap, mais ce que j'écoute le plus, c'est de la trap. Et ça m'a énervé de voir des projets qui ont trap dans leur nom, mais qui ne comportent quasiment aucun morceau de rap. Comme si en fait on voulait faire cliquer les fans de trap absolument pour gagner quelques streams. Je pense évidemment à Trap Africain Music de Saki et Rodi, où il y a genre 3-4 morceaux trap grand max sur 10. Moi je trouve ça un peu triste de quand on lance un morceau qui s'appelle Trap Star Lifestyle sur un album qui s'appelle Trap Africain, et qu'au final c'est 3 minutes de mélo. Bon, je trouve ça un peu décevant. Et j'ai eu la même impression sur par exemple Trap Lessons Volume 1 de Shinko, qui a au moins la décence de commencer sur quelques morceaux trap, mais qui à la moitié bascule totalement musicalement vers de la mélo. Voilà, on a des feats avec Genesio et Prototype. Et le pire c'est que les morceaux sont bons, mais simplement moi c'est pas ce que j'attends d'un album censé m'apprendre des leçons de trap. Donc voilà, tout ça pour vous recommander Trap Notion de Foxa, parce que là on a un vrai album de trap où ça kick tout le long sur des prods qui vraiment attaquent les oreilles. On n'est pas sur quelque chose de particulièrement innovant musicalement, mais c'est extrêmement efficace et ça fait beaucoup de bien d'entendre un vrai bon projet de trap en France. Petit truc aussi que j'aime bien, c'est la première phase des morceaux, la phase sur laquelle il rentre. Par exemple sur Paye maintenant, quand il dit « J'ai vidé le frigo, je prendrais plus de poids si je vidais ta caisse ». Ou encore sur La Dose, où la toute première phase c'est « Si les meilleurs partent en premier, pourquoi suis-je toujours ici ?» Et je pense qu'on peut commencer à se poser de plus en plus la question à son propos. En 2e position, j'ai mis Loonies and Strain Archives de 12 Déluges. Pour changer, on est encore sur de la trappe, mais cette fois-ci, on est sur un album extrêmement froid. D'une part pour les prods d'Anybody et Trap Polo, et d'une autre pour la nonchalance et les phases sombres de 12 Déluges. Voilà, on a vraiment l'impression d'être sous drogue en pleine nuit d'hiver à Bruxelles ou dans l'Eurostar. Vraiment, on ressent le froid et la drogue à travers l'album. Ce que j'aime beaucoup chez 12, c'est aussi sa manière de rapper. Je trouve qu'elle a des placements excellents, des flows soit très efficaces, soit très planants, mais dans tous les cas vraiment maîtrisés, et une nonchalance accompagnée soit par de l'ego trip, donc ce qui est plutôt logique, soit contrebalancée par des phases assez dures, parfois touchantes, sur la drogue justement ou sur la violence physique. Je voulais finir la reco de cet album en vous citant ma phase préférée du projet présent sur l'intro Kirby. Je fais marcher ma tête comme Kirby, je fais marcher ma tête comme si j'ai pas de cœur. En première place, j'ai mis ma claque de 2025 en rap francophone, DMVP et DMVP Extend de Sheriff La Zone. Donc c'est un album de DNV Crank. Moi c'est un sous-genre que j'aime beaucoup, et j'en écoutais beaucoup aux States avant de découvrir Sheriff, avec par exemple Slime Get Em, Skino, Hive in Motion ou Gizwap. Et la manière dont il se l'est réapproprié Sheriff et l'a ramené en France avec ses placements et ses flows, je trouve ça vraiment très très fort. Ce que j'aime énormément aussi avec cet album et cette réédition, c'est le choix des prods. Parce que je trouve qu'il arrive à la fois à respecter le genre qui ramène des States, donc justement en ramenant les producteurs américains qui ont créé la DMV Crank. Je pense à Huncho, je pense à Trap Money Biggie, je pense à Yo-Yo ou à Anti-Social Beats du Petro Gang. Et il arrive à la fois à proser sur les prods des producteurs les plus talentueux de l'underground français, c'est-à-dire Lélé, Futri ou Kaizy. Donc voilà, ce mélange vraiment musical entre les États-Unis et la France, ça se ressent, je trouve, beaucoup dans sa manière de rapper, sa manière de poser, et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il est validé et compris par autant de quinri, malgré la langue dans laquelle il rappe. Donc voilà, pour moi, on pourrait vraiment résumer DMV et DMVP Extend par la phase de la fouine. Je fais pas du rap français, je fais du rap en français. Et je passe la parole à Lilian. Ok. Bon, moi, il n'y a pas de classement, pour le coup, je m'en fous. Voilà, je vous emmerde, vous êtes content. Français. Alors, je vais commencer l'entrée de jeu avec mon top album francophone. Et vous avez remarqué que je n'ai pas dit français, j'ai bien dit francophone, car le premier artiste dont je vais vous parler est suisse. Et oui, pour preuve, je vais évoquer un rappeur de l'école de la Super Wack, d'origine érythréenne et indienne, MIR le légendaire, l'aventurier, sans son aventurière,
la patte brisée. Certains ont compris, je parle bien sûr de Myro. Si certains ont découvert Myro sur son featuring avec Wallace Cleaver, moi ça fait un petit moment que je l'avais découvert avec son Colors, à savoir Attentat Uzi, son album Rouge Mort qui m'avait complètement scotché. Puis je suis descendu du train quand il est sorti Omar Chapier qui, à mon humble avis, était clairement adressé au nouveau public, qu'on pourrait dire gentrifié. C'est une autre parenthèse. Et des morceaux comme La Rousse, moi, ça ne m'intéresse pas. D'autant plus que j'avais été hype par son projet avec Slimka, qui a tué le soleil, qui est juste un 3 titres exceptionnel. Cependant, fin 2024, Myro sort un grunt tout bonnement légendaire, 51 minutes tout seul devant un micro, sans eau, ni téléphone, ni notes, et c'est peut-être mon grunt préféré de tous les temps, autant vous dire que je suis vite remonté dans le train. Et c'est alors qu'en ce début d'année, il sort l'incroyable La Fièvre, clairement mon projet préféré de la scène francophone cette année, entièrement produit par son frère jumeau Hôpital. Pourtant, si en général mes morceaux préférés des projets de Myro sont les intros, pour le coup, c'est l'inverse. Cette fois-ci, elle m'a pas particulièrement emballé, là où des morceaux comme Astral, La Mouche ou encore Kill Bill sont de vrais bangers, ici c'est clairement une mise en bouche, ni plus ni moins, et après c'est du tout droit. De Dope jusqu'à 45%, en passant par I Think puis par Paramount, c'est tout simplement un florilège d'inspiration en veux-tu en voilà, entre think break, rock, two-step, R&B ou encore soul. Le propos, c'est clairement voici d'où je viens, voici ce qui m'a construit, voici toutes celles et ceux que j'aime, et si vous avez un problème avec ça, tracez votre chemin. Puisqu'il y parle de racisme, de persécution, de la culture avec laquelle il a grandi, puisqu'il y a énormément de citations en référence à la culture hip-hop, mais aussi de sa mère à maintes reprises, notamment sur le morceau La Patte Brisée, qui m'a très personnellement retourné. Bon, vu que ma mère est française, évidemment que je relate pas trop à ce qu'il raconte sur l'immigration de sa mère, mais le reste, en gros, il rappe ma vie, quoi. J'aime énormément ce morceau, bien que je ne pense pas qu'il soit mon favori de l'album. Je pense par contre qu'il est clairement sur le podium, avec Fight 4 GE, donc Fight for Genève, qui est juste une démonstration, d'autant plus que le morceau est propulsé par la transition à la fin du morceau qui le précède, I Think, ainsi que La Tortue et le Lièvre, qui est, et je l'affirme, et je le crie au monde, sans doute le morceau le plus sous-coté du projet, où il a un flow complètement délirant. Il me fait beaucoup penser à Denzel Curry dessus, surtout que je trouve que Myro, c'est un peu le Denzel Curry francophone. Voilà, je me prends pour Mehdi Maizi. Je fais des comparaisons, ouais, je tente des choses. Que ce soit dans leur éclectisme, leur approche artistique ou encore leur côté très communautaire, je trouve qu'on a vraiment un parallèle entre les deux, et je pense qu'il n'y a pas meilleur argument pour finir la mise en avant d'un artiste et de son projet. Écoutez La Fièvre de Myro, vous ne le regretterez pas. Maintenant, si je peux juste ajouter un truc sur Myro, parce que j'aurais bien aimé en parler aussi. Désolé. C'est que j'aime beaucoup la trajectoire qu'il prend, ou même que prend sa carrière. C'est-à-dire que c'est un mec qui a commencé dans le rap, on va dire orthodoxe, en tout cas qui était connu pour très bien rimer, et il était reconnu pour ça. C'est pour ça qu'il s'est fait une petite fanbase autour. Et je me souviens déjà à l'époque, il avait dit que les puristes misent pas trop sur moi, ils risqueraient d'être déçus. On a été déçus avec La Rousse, un peu, plus ou moins, ça dépend. Moi, j'avais plutôt apprécié, mais c'est vrai qu'il y a ce côté où il a tenté des trucs et il était pas si fort que ça. Enfin, où parfois c'était un peu bancal, ou en tout cas pas tant maîtrisé. Aussi parce que c'est quand même quelqu'un de très productif, on rappelle voilà. énormément de projets. Je trouve ça que c'est intéressant. Il est revenu par exemple en EP Boom Bap, donc rap encore plus orthodoxe après avec Jean Jass. Il avait eu le projet avec Slimka où c'était de la trappe. Et là, il est revenu avec un truc. En fait, il fait ce qu'il veut, c'est trop fort. Moi, par exemple. C'est-à-dire que les morceaux les moins rap, c'est là où il marche mieux. Par exemple, I Think, il rappe sur de la B-More, donc de la Baltimore, qui est une musique de club qui vient des États-Unis. Et pour avoir eu la chance de le vivre en live, c'est le morceau où les gens connaissent le mieux les paroles. Et c'est le morceau où en fait ça parle le plus aux gens. Donc moi je trouve que c'est très très cool qu'il ait une trajectoire où il arrive à faire des grands écarts à la Jean-Claude Van Damme sans s'étirer les adducteurs, vraiment. Il est belge, Van Damme, il est pas suisse. Mais ouais, pour le coup, il se paye le luxe de faire un son rap et de ramener un guitariste dessus et de faire du rock, quoi. C'est que demande le peuple. Bon, je vais poursuivre. Donc on soit bien d'accord, dans le rap francophone, dans le FR surtout, il y a plein de villes et de régions qui ont su tirer leur épingle du jeu et être considérés comme des coins qui pullulent d'artistes talentueux. Entre Marseille, Lyon, le 9-3, le 9-1, la Belgique ou encore le 06, il y a clairement de quoi faire. Seulement, depuis à peu près 2 ans, une nouvelle scène prend de l'ampleur sur la scène underground, et c'est là que je vais faire honneur au pendentif Carbor Anton et vous parler de l'Occitanie. Car en effet, entre Toulouse et Montpellier, il s'en passe des choses. On a en effet tout un groupe d'artistes qui ont su se fédérer, créer des liens solides et se faire à la courte échelle les uns les autres. De le double à Odjilounis, Xavi, Rilo ou encore DDS, ils forment à eux tous la scène Southside ou bien MTP pour Montpellier, qui semble vraisemblablement en être la maison mère. Et pour synthétiser tout ce qu'ils ont pu faire, j'ai envie de vous parler d'un de mes albums de l'été, à savoir Southside Therapy,
Problème particulier, volume 1 de Le Double. Ce projet, bien qu'il évoque des sujets parfois deep, comme la trahison ou le deuil d'une relation, ça reste le soleil. Étant à la tête du label Motherload, Le Double opère en véritable chef d'orchestre, invitant quelques-uns de ses plus fidèles compères, Odjilonis, Xavi, Gal, Trix Macogno, Elve la Prudence ou encore Guy de la Foncedale, sur tout type de sonorité. Pour ma part, grosse mention au morceau Frère Type Beat, avec ce foutu piano qui figure presque seul dans l'instru, que je trouve complètement déchirant. C'est le fameux morceau où il parle de fraternité et de trahison. De cet album émane leur mantra, tout le faire pour l'argent et la famille, une musique qui se situe entre la mélancolie, la niaque et la tristesse. Je vais poursuivre si vous voulez bien avec mon dernier, du Mon Top FR. Un beau jour, lorsque j'étais encore au lycée, donc il y a un petit moment, on se fait vieux, je traînais sur Instagram et j'ai vu un live de Makala. Il s'agissait en réalité d'une libre antenne où il laissait des abonnés monter sur le live afin de discuter, de faire des débats, de montrer ce qu'ils font. Et c'est alors qu'un certain Guitou s'est ramené pour montrer ses skills en guitare électrique. J'ai été complètement séduit par ce qu'il a proposé et je me suis directement abonné à son compte, sans réfléchir. Et quelques temps plus tard, il partage en story un album de 2 artistes complètement inconnus bataillon, Passion 67, un projet collaboratif entre Adieu Salvatore et Ritual X. Dans un élan de curiosité, je lance l'album et je me prends la claque du siècle. Et même encore aujourd'hui, j'écoute encore pas mal de morceaux du projet, comme Maman je vole, Sensible, Variété ou encore Block Day. Mais va savoir pourquoi, j'associais surtout ce projet à Adieu Salvatore. Et ce qui est terrible, c'est que je saurais même pas expliquer pourquoi. Et puis, attention, flash forward, cette année, un artiste a proposé une série de morceaux intitulés Jazz Bars, 6 titres de jazz rap dans lesquels un certain rappeur s'adonne à un exercice de style avec des rimes assez alambiquées mais qui font le taf. Et cet artiste s'avère être Ritual X. Et puis en fin d'année, il nous a livré un projet juste génial. Je ne saurais trouver les mots afin de vous dire à quel point j'ai adoré. J'ai nommé Le Petit Enfant Trop Géant. Il y parle d'amour et de ses racines, avec une composition musicale juste bluffante. Je pense que les bandeurs de belle musique se feront très plaisir sur le projet. Bon, ce n'est pas un projet très facile d'accès, je dois l'admettre. Je pense en tout cas qu'il y aura forcément un morceau ou deux qui ne vous parleront pas plus que ça. Mais quand on a un artiste qui sort des morceaux tels que Le Suspendu, Portrait au solitaire, ou bien Introduction, l'idéal 24 mai 2001, c'est super long, je pense qu'il faut juste se lever et applaudir. Voilà, et cette fois-ci, grosse mention au dernier morceau que j'ai cité, et qui est aussi le dernier morceau du projet d'ailleurs, qui m'a juste hanté en cette fin d'année. Ritual X s'y portrait comme un gars tiraillé et torturé depuis sa naissance, mais qui n'oublie pas pour autant de remercier sa mère d'avoir été là pour lui. C'est un projet aussi touchant qu'inspirant, que je ne peux que vous recommander, d'autant plus que ce mec n'est pas forcément très écouté. Et vous savez quoi ? Venez, on y remédie, bordel. Let's go. Pour tous ceux qui nous écoutent, dès ce soir, vous lancez ça. Bon, voilà, écoutez, j'ai partagé ma science, que ça parle, que ça débite. Je vais passer la parole à mon confrère, Anton, let's go. Alors, moi, je me suis rendu compte, en fait, que j'ai écouté plein de trucs, surtout en France, plus qu'à l'international. Mais en fait, il y a une scène, ou en tout cas un type de rap qui m'a plus parlé que d'autres, on va en revenir après. Je vais commencer avec le plus éloigné des trois. C'est donc Franc-Tireur Partisan, donc de Femtogo et produit par Néofront. Un point quand même important à souligner, c'est que moi, je suis pas le plus grand fan de Femtogo à la base, c'est-à-dire que la Warfare Music me parle pas de base. Ses flows, moi j'ai toujours eu l'impression, surtout quand les BPM étaient élevés, qu'il court sur la prod. Il a cette espèce de DMV où il entasse une phase sur une autre et d'habitude ça passe très très bien et moi j'ai toujours eu du mal avec ça. J'avais quand même kiffé l'année dernière La Bête, notamment grâce au prod de Wilhelm. Et je suis allé un peu à reculons en ce début de février sur cet album. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai lancé Macallan Speech et que je me suis rendu compte que c'était du boom bap. Donc tout ce qu'on pourrait dire de plus classique. Donc ça m'a un peu plus intéressé parce que le boom bap c'est un truc qui me parle un peu plus. C'est que la scène en France en tout cas commence à renaître. L'album déjà, je dis l'album mais en fait c'est un EP. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il est court et compact. Il y a des bons choix de samples. Néofront, vraiment, il a fait du très beau travail là-dessus. Dans un registre qui peut très vite devenir ennuyant, moi je trouve qu'il arrive quand même à être très varié. Moi j'ai surtout par exemple retenu le sample de Un autre jour, qui marche super bien et qui joue super bien dans cet aspect mélancolique et qui en même temps donne un peu d'espoir. Et la base de Bachateva qui vraiment m'a accompagné sur tout le son, avec la petite voix en fond. Moi je trouve que Néofront arrive à rajouter des petits détails dans un style qui se veut très épuré et je trouve que c'est très très fort. Si on revient maintenant sur le rap de Femtogo, le BPM est plus bas, il a moins besoin de courir et je préfère me balader avec lui que de faire un footing en fait, c'est ce qui m'a beaucoup plu là-dessus. Donc je l'ai trouvé plus posé.
j'ai enfin pu écouter ce qu'il avait à dire. Et justement, j'en reviendrai après, mais ça annonce un peu ce qui va sortir en fin d'année. Il y a des phases, en fait, il a des images qui sont très très fortes. Par exemple, au début, la première phase, c'est quand il dit « Je me porte bien, je mets mes yeux derrière des Italiennes pour parler de lunettes ». Enfin, les rappeurs ont tellement parlé de ça, de fringues de luxe et tout. Je lui dis, mais il n'y a aucune manière un peu différente d'en parler. Et dire, je mets mes yeux derrière des Italiennes, on pense à Gucci, Prada, moi je trouve ça très fort. En tout cas, bien trouvé. Un peu plus deep, j'ai faut que maman m'apprenne à coudre ou que mamie m'apprenne à coudre, qui pourra fermer les plaies, à part les 3 femmes de ma vie. C'est simple, on comprend très vite, ça reste joli et ça fait pas non plus masturbation intellectuelle pour rester à peu près correct. Sinon, il y a des phrases qui ont résonné très fort en moi. Moi, j'ai par exemple « Donne-moi 2 balles tous les mois et je fais un sourire pour la vie ». Donc l'idée aussi, en fait, qui parle de vivre de sa passion tout en restant intègre et en tout cas sans en vouloir plus. C'est-à-dire avoir une vie un peu calme, surtout quand on voit ce qu'il raconte. Il y a une autre phrase que je trouvais très fort aussi, c'est « Je trouvais les réponses dans un flaki ou bien dans ma paire d'écouteurs ». Ça a l'air un peu plus sombre. Et en fait, j'aimerais bien partir ces 2 phases pour dire que c'est un peu l'image que j'en ai de l'album. Parce que même si c'est très très dur, en fait, c'est vraiment un brouillard très gris, des nuages très gris. Enfin, il n'y a qu'à voir la cover, c'est un enfant qu'on suppose être lui, qui saigne, en tout cas qui a du sang sur le t-shirt, et en noir et blanc, donc il y a une espèce de mélancolie. Et en même temps, il y a cette idée un peu d'éclaircie. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu Un autre jour, que moi, je pense, qui pour moi peut devenir un classique, parce qu'il en a tout le potentiel, c'est-à-dire qu'il y a un refrain accrocheur, il y a tout un storytelling qui est très fort. Il y a des refrains où vraiment il est vraiment positif. C'est-à-dire qu'à un moment il dit, le refrain il dit c'est juste un autre jour, demain tout ira bien. Et à un moment il dit demain on y est. Donc vraiment il y a cette idée que des plus beaux jours arrivent. Et en fait je trouve que c'est très très fort parce que donc Femme Togo parle encore un peu plus de ses galères. Et moi je trouve que ça annonce très bien ce qu'il allait sortir avec Néofront et Sœur en fin d'année. Ensuite, je sais pas en fait si on parle vraiment de rap, mais j'ai mis Still Playing de Air Walou et Tommy Moisy. Donc en fin février, encore, mois béni je pense, poussé par un pote, je vais voir Angsty Gangsboys Revenge. Angsty Gangsboys Revenge. Voilà, ACR, je vais dire ACR. Donc concert à la maroquinerie, en fait c'est le duo de Air Walou et Wasting Shit. Et j'ai été bluffé, enfin j'ai été sur les fesses comme on pourrait dire. Le concert il a duré 1 heure, pas plus. Ils étaient 2 derrière, j'ai trouvé ça incroyable. Et en fait, je trouve que ça illustre très bien la scène. Et c'est là où je me suis mis à un peu diguer cette scène de l'hyper-pop rap. Donc, on a Air Walou, on a Wasting Shit, Amor Fati, donc même les MNG, donc Sœur, J'aime Rose, et voilà. Et donc, je m'intéresse plus ou moins à la scène qui a tendance à faire beaucoup de shitposts sur SoundCloud ou à sortir un single comme ça. Et parmi ces shitposts, le 27 mars, je m'en souviens vraiment, sort sur YouTube, sur leur chaîne, enfin sur la chaîne de je sais plus qui, je crois, de Air Walou, le clip de Honda Civic. Je sais pas comment ils ont fait, il y a une ambiance mi-Akira, mi-cyberpunk. Et je pense que c'est peut-être le morceau qui a le plus tapé. Parce qu'en fait, le flow désabusé de Tommy Moisy, il contrastait parfaitement avec le refrain et l'entrée ultra aiguë et énergique de Air Walou. Je me souviens que pendant 2 semaines, je regarde le clip en boucle, il n'est pas sur une plateforme, donc je sais pas ce que va devenir ce morceau. Je me souviens vraiment l'avoir mis en MP3, téléchargé en MP3, ce que je fais presque jamais, pour l'écouter. Et le 14 avril sort de nulle part, donc Still Playing, qui est là aussi un petit EP de 5 titres, mais qui reste très varié. Il n'y a aucun son qui se ressemble à un autre. Pourtant, il garde la même directrice. Le blues quotidien, d'ailleurs, la cover est très jolie, c'est-à-dire que c'est un espèce de bleu où on devine la silhouette des 2 dos à dos. Donc un peu perdu dans ce blues. Et aussi le fait d'être désabusé dans ce monde perdu, en fait, qui représente vraiment un peu même la vibe du mouvement musical dont ils font partie. Moi, je pense à des phases comme Un mot, une seconde, tout est gâché, maintenant on parle de nous à l'imparfait, que je trouve très très forte. Là aussi, on n'a pas besoin de faire des grandes métaphores et ça reste très efficace et bien trouvé. Et la phase de Air Walou qui, pour moi, vraiment, j'aimerais tomber amoureux pour pouvoir la dire, c'est on fera des bisous dans les airs, avec toi, moi je prends de l'altitude. Et même si t'as peur des avions, moi j'irai te voler les étoiles. Tommy Moisy, au-delà d'Honda Civic, c'est peut-être en fait pour moi la meilleure synthèse de cette scène, ou en tout cas la meilleure manière de parler de ce côté désabusé, avec d'un côté un refrain très calme et peu articulé, et Air Walou qui arrive donc
à rajouter ces trucs aigus. Parfois, t'as l'impression qu'en fait, y a un trip de tasse qui arrive d'un coup. Et je trouve que ça joue très bien avec la scène. Et donc, pour rester dans le même registre, mais un peu plus éloigné, en tout cas, une artiste qui ne collabore pas trop, en tout cas, qu'on n'a pas vu très proche de cette scène, même si on peut toujours la considérer comme de l'hyperpop et du rap. C'est donc Je suis pas celle de Sheng. On va faire plus vite, donc c'est un très bon premier album, donc là, un peu plus long que les deux autres. Dans le sens où en fait ça décrit très bien la vie, il y a une très bonne ligne directrice et Sheng décrit très bien la vie d'une vingtenaire qui là aussi se pose des questions et des galères. Elle arrive à être beaucoup plus drôle, notamment moi j'ai des phases comme Lady Sketch, je les sors qu'aux jolis garçons, je m'en fous ce qu'il y a dans leur tête, je veux juste voir ce qu'il y a dans le caleçon. J'aime les filles et les garçons, dans les deux cas j'ai des goûts de merde, qui lui permet donc dans Je suis pas celle, donc c'est un morceau qui est super bien, où elle parle du fait de pas se sentir spécial et de sa bisexualité, là aussi ça m'a beaucoup parlé. Ou par exemple dans Benz, où en fait c'est un espèce de storytelling où elle parle de ses galères quand elle fait une sortie en boîte. Donc, et en même temps, en fait, elle arrive à être touchante parfois sur le même morceau, ou sur des morceaux différents, ou même dans le même son. Donc par exemple, dans Je suis pas celle que je viens de citer, il y a aussi l'intro Machine qui prod par Medline et Hawk, qui pose une super ambiance mélancolique, en tout cas qui vraiment pose vraiment les bases de l'album. Tout va mal, qui elle est un peu plus énergique et qui parle de ses potes et de l'importance. Fox School, qui là aussi est une magnifique déclaration d'amour pour sa crush. Petit bémol que je trouverais, c'est que le projet, comme tous les albums qui durent plus de 35 minutes maintenant, sonne un peu long. En tout cas, se sentent un peu long. Il y a des morceaux qui deviennent un peu skippables à la réécoute. Et la réédition de 5 titres, moi je trouve en fin de cette année, n'a pas trop aidé. Mais ça enlève rien au fait qu'en fait, il y a la moitié des sons qui m'ont accompagné toute l'année qui m'ont accompagné toute l'année dans mes playlists. J'aimerais rebondir vite fait sur Frontier Partisan. Je vais pas parler de l'album en tant que tel, mais parler de la cover. Ouais. Dans Pretty Doll Corps, Femme Togo dans Septicémie cite cette cover en disant désolé petit si je t'ai mis sur la cover, pardonne-moi si je t'ai mis sur la cover plutôt. Et je pense à titre personnel que c'est la phase qui m'a le plus touché sur le morceau. Voilà, je le dis, j'ai chialé comme une madeleine. Voilà, dans la 14 sur ce morceau, parce qu'en même temps c'est assez fort. On parle quand même d'un gars qui s'excuse auprès de l'enfant qu'il a été pour tout ce qu'il a pu subir. Et je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment la phase pour moi qui a été le plus la plus imagée et qui m'a le plus touché, alors que pourtant c'est truffé de phases qui sont très touchantes. Moi, de mon côté, j'ai commencé en 2025 fort avec l'album Life de Rilo, sorti le 10 janvier. C'est un album très énergique. On est carrément dans l'hyper-pop avec un son très digitalisé. Et on le retrouve aussi surtout dans son clip Life, qui est mon clip préféré de l'année. Je vous conseille d'aller le voir. Et je vous défie de trouver le nombre d'effets qu'il y a dans ce clip. Moi, j'ai surtout retenu les sons les plus énergiques, donc Life et Larry Bird. Il y a des sons un peu plus doux comme Drugs, mais c'est pas là où j'attends forcément Reload, donc c'est pas forcément là où j'étais le plus touchée. Mais c'était vraiment pendant l'année 2025 mon café du matin pour me motiver, mais aussi mon moyen de décompression le soir. Genre quand t'as envie de pull-up toute seule dans ton appart, c'est meilleur album pour ça. Ensuite, on part sur quelque chose d'un peu plus doux. Donc, il y a eu l'album Premier Mouvement de l'artiste Ajon Crack, sorti le 6 février. C'est un album que j'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience parce que ça faisait 2 ans que Ajon Crack n'avait pas sorti de projet. Et c'est l'un de mes artistes préférés. Et j'ai pas du tout été déçue. Il avait bien teasé avec Hustleuse. Et donc du coup, cet album, c'était un peu comme la petite douceur de l'hiver, où avec l'utilisation de ses prods, ça faisait un côté un peu nostalgique, comme une photo qu'on peut regarder. Enfin, j'ai trouvé que c'était un peu un album un peu cocon et agréable à écouter. Après, c'est aussi parce que je suis très fan d'Ajon Crack, avec sa manière d'écrire et les prods qu'il utilise, donc j'ai pas du tout été déçue de cet album et ça m'a suivi pendant toute l'année 2025. Et le 14 mars, l'artiste marseillaise Asinine a sorti La Jetée. Ça fait partie des albums
qu'on peut écouter peut-être en gros gourmand, mais j'aime bien sa manière d'écrire, donc je trouve qu'on peut facilement se reconnaître selon différentes situations, que ce soit relations amoureuses ou relations amicales, car elle parle beaucoup de la solitude qu'on peut ressentir quand une personne s'éloigne. Et je trouve qu'elle a réussi à bien faire ressentir cette tristesse et cette colère qu'on peut ressentir, autant par la musicalité que les paroles, car je trouve qu'elle a une super belle écriture. Elle utilise beaucoup de métaphores, ce qui fait qu'on peut facilement se reconnaître. Et ça permet aussi de comprendre nous-mêmes nos émotions et tout. Donc c'est un peu un album thérapie, j'appelle ça comme ça, où on peut se reconnaître, où ça nous fait du bien d'écouter. C'est comme un petit câlin. Et on peut se retrouver facilement. Je trouve que du début à la fin, l'album suit une belle continuité. Je trouve qu'il y a une très belle intro, mais aussi une très belle outro. Et aussi au niveau des clips, elle a sorti 2 clips, Encourage et Comme des pierres. Donc 2 clips très beaux à voir que je vous conseille d'aller voir. J'ai trouvé cet album très agréable à écouter pour cette année 2025. Et je pense qu'on a été nombreux à être touchés par son écriture dessus, moi compris. Bon, ok, nickel. Donc on peut passer au top rap US maintenant. Donc comme on a terminé par Sophie, je propose qu'on commence par toi. Let's go. C'est parti. Let's go. Donc on commence par l'artiste Little Smith qui a sorti le 6 juin Lotus. Il y a différentes sonorités, rock, soul, afrobeat, ce qui fait que je me suis pas du tout ennuyée pendant l'écoute. Il y a plusieurs changements d'ambiance et on le ressent surtout dans mes 2 sons préférés de cet album, Blood et Lotus, où on voit vraiment ce changement de sonorité. Et donc c'est pour ça que j'ai été touchée par l'album, parce qu'on retrouve plusieurs styles différents et avec du coup ces flows très posés, très précis. Je trouve que ça redonne un peu une confiance lorsqu'on l'écoute. C'est un peu pour moi la boss lady de Londres, parce qu'elle parle beaucoup de prise de confiance, d'indépendance, mais elle se livre aussi beaucoup côté introspection personnelle, où elle parle aussi de son petit frère qui est en prison, et donc on suit un peu une histoire tout au long de l'album. Et le dernier son, Blue, finit un peu comme le calme après la tempête, et c'est pour ça que j'ai trouvé très agréable à l'écouter. Ensuite, je vais parler de Die Kingdom Come de Suicide Boys, qui est sorti le 1er août. Moi, j'avoue, j'ai pas du tout écouté cet été. Moi, j'étais plus en train d'écouter l'album de Bad Bunny. Je l'ai écouté vraiment à la fin de l'année. Alors, non, Suicide Boys, c'est pas deux artistes qui crient comme des fous, parce que ce qu'on peut croire. Parce que surtout sur cet album, il est un peu plus différent des autres. Et parce qu'il est très organique, il y a beaucoup de choses différentes. Ok, les sujets évoquent beaucoup de dépression, de souffrance intérieure. Il peut être très dramatique, mais il y a eu pas mal de sons où il y a un peu cette forme d'espoir, un peu plus optimiste, comme Full of Grace ou Break Chain, où là les sons sont un peu plus optimistes. Et je trouve aussi que Suicide Boys, 2 artistes, sortent un peu de leur zone de confort, parce que c'est un peu différent de ce qu'ils font de base. Ils parlent aussi un peu de leur distance qu'ils ont pris avec la drogue, l'importance de l'entourage. J'ai beaucoup aimé écouter cet album parce que ça permet de se remotiver et de continuer là où on est. Et sur la musicalité de l'album, moi j'étais vraiment surpris parce que de base Suicide Boys, je trouve qu'il y a vraiment une couleur sur leur projet, même si je les aime bien. Et là, c'est à quel point l'album est versatile. Il n'y a aucune prod qui ressemble à une autre. Et ouais, moi ça m'a vraiment impressionné. J'ai toujours rêvé de poser la question, mais est-ce que ce serait pas l'album de la maturité quand même ? Va te faire voir. Ils sont plus suicidaires et ils sont plus des boys. L'album de la crise de 30 ans, l'album du pavillon. Non, moi j'ai une question d'autre, parce que j'ai pas écouté l'album, mais justement moi j'ai été un peu habitué à ce truc de Suicide Boys, une couleur. Est-ce que malgré cette versatilité que vous avez parlé tous les deux, est-ce qu'on reconnaît malgré tout leurs pattes ? Genre, est-ce que c'est un truc où ils se perdent, ou vraiment ça reste quand même un truc commun ? Moi, je trouve que totalement on reconnaît bien la patte de Suicide Boys. Enfin, du coup, je trouve que c'est bien, ils évoluent, mais pour autant, on reste pas déçus. C'est genre ton pote d'enfance qui a grandi depuis 10 ans. Donc ça se trouve, il a des gosses, une calvitie, mais vous avez toujours les mêmes refs un peu. Enfin, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Enfin, il y a quand même le petit truc qui se revient. Voilà. Et ton top 1 ? Et enfin, Rebelle de SD Kid, qui est sorti le 20 juin. Donc on en a parlé. Moi, je l'ai découvert en mars avec Elvis Sandals. J'ai bien aimé son accent très écossais. Moi, au début, j'ai cru que c'était l'allemand, alors que pas du tout.
L'ambiance de l'album est quand même très sombre, mais j'ai bien aimé les effets un peu de saturation sur certains sons, les synthés un peu futuristes. Et moi, ça m'a captivée et j'ai tout de suite accroché à l'album. Et c'est ce qui m'a aussi donné envie de découvrir un peu la scène underground UK, parce que j'avoue, j'écoutais pas du tout. Si je peux rebondir moi sur SD Kid, c'est un projet qui m'a beaucoup plu. Aussi, en fait, ouais, donc quand on parle de l'accent écossais, c'est un accent des Scousers, donc c'est les mecs de Liverpool, des banlieues un peu populaires de Liverpool. Et il y a un truc qui est très intéressant par rapport à ce qui a pété dans les UK un peu avant, donc avec Central C ou Dave, qui n'étaient pas les plus radicaux de leur scène. C'est-à-dire que Central C, c'était peut-être le mec le plus édulcoré de la drill et il s'en est très vite, en tout cas pas échappé, mais éloigné. Là, il y a quand même une espèce de radicalité. Enfin, on sent que c'est le nord de l'Angleterre qui fait nuit encore plus tôt, encore plus froid, qui pleut encore plus. Et moi, cette radicalité, j'ai envie de voir s'ils vont réussir à la pousser parce que maintenant, ils sont plus underground. Enfin, Fake Mink, c'est gros. SD Kid, c'est gigantesque maintenant. Enfin, on peut le dire. C'est-à-dire que il a pas percé grâce à une grosse traîne. Maintenant, tous ses morceaux, ils marchent. Il a signé un gros contrat avec Universal. Ouais, même le truc avec Timothée Chalamet, là, ça l'a encore plus propulsé. Exactement. Il a percé parce que c'est Timothée Chalamet, surtout. Quoi. Non, c'est Timothée Chalamet qui a profité d'SD Kid. Voilà, on ne réécrira pas l'histoire là-dessus. C'est à moi, apparemment. Pour l'international, moi, j'ai voulu faire le mec différent. J'ai pris 3 pays différents. Voilà. Parce que je suis un citoyen du monde. Enfin, citoyen un peu anglophone. Voilà, quand même. Un peu beaucoup anglophone. Mais on va commencer donc par celui qui est le plus loin de chez nous, c'est-à-dire Jacques Zebra, avec Above and Beyond. En 2024, alors attention, je sais que vous avez été très tolérant avec l'accent anglais et les prononciations de Sophie. J'espère que vous le serez encore plus quand je vais essayer de parler chinois. Je te reprendrai au mot. Ah non, pas au chinois, pas en chinois. Alors en 2024, Jacques Zebra sort Gong Zhang Zhang. En gros, en français, on pourrait le traduire comme l'arc étendu. C'était donc un EP qui était très court et efficace, et c'est comme ça que je découvre Jacques Zebra. Cette année, il a sorti Above and Beyond et un autre projet dont j'ai oublié le nom. Là, on peut parler un peu de shitpost parce qu'on est sur 34 morceaux pour 1h05. Ça fait moins de 2 minutes par morceau. Donc voilà. Si on veut parler de la musique au-delà de juste le temps d'écoute, Jacques Zebra, on le compare souvent comme le Bledi chinois. En tout cas, c'est comme ça que la scène l'appelle. Souvent dans les commentaires, on a cette référence. Dans la mouvance où on peut parler du néo-cloud rap, dans le sens où il y a des flows très distants, il articule pas beaucoup. Heureusement que je parle pas chinois parce que, dans tous les cas, je comprendrais pas, je pense. Voilà, on peut pas citer de phase. Il y a pas de rap Genius, mon gars. Beaucoup de respect à ceux qui ont déjà fait les paroles sur Genius et aux gens qui ont fait la traduction en anglais. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les traductions sur Genius. Oh, trop cool. Voilà, en anglais. Après, en français, à vous de le faire. Et il donne une ambiance donc très planante dans ses sons. Et en fait, il y a ces prods, donc des grosses 808 et des kicks qui s'apparentent à de la trappe, qui viennent en fait rajouter des turbulences dans le voyage. J'ai pas spécialement de morceaux à mettre en avant sur ce projet, mais en fait, je vous invite juste à le lancer, juste pour faire 20 minutes par 20 minutes, parce que ça peut être un peu pesant, en tout cas un peu lourd. Et en fait, il faut plus le voir le projet comme une manière d'alimenter ses playlists, de trouver 2-3 morceaux qui nous plaisent et d'aller ailleurs. Et c'est peut-être une manière aussi de vous pousser sur la carte de Jacques Zebra plus largement. On se rapproche un peu plus de chez nous, donc moi aussi j'ai envie d'aller faire un tour chez les UK avec Skywater qui a sorti Mia. Je crois que février c'est un mois béni entre l'album de Sheng, le PDM Femme Togo et donc Mia de Skywater. Pour moi c'est ce qui fait de mieux dans ce qui est plus trop l'underground. Enfin, on peut plus vraiment parler d'underground à ce niveau-là. Donc Skywater, elle emprunte beaucoup à la musique électronique, notamment à de la Jersey, avec des voix très pitchées. Mais paradoxalement, l'album, il arrive à avoir des moments plus organiques et posés. Je pense au début de l'album, justement, avec Pop, avec un refrain très planant. Et ensuite, il y a Feral qui me met toujours bien à chaque fois que je les écoute. Puis il y a surtout le chef-d'œuvre pour moi, You Don't Feel the Same. Donc avec un espèce de riff de trompette, de trombone. Ouais, quels sont... Hein. C'est un morceau qui m'a accompagné tout du long. Et ça contraste beaucoup avec les kicks et la basse qui sont ultra agressifs. Et à chaque fois que donc Sky... elle sait trouver les bons flows et elle sait respirer la prod. À chaque fois que je l'écoute, j'ai un grand sourire.
Et là aussi, on est sur un album très court, donc 22 minutes, 8 morceaux, mais je trouve qu'il n'y a rien à jeter. C'est un peu l'inverse du projet précédent. Je trouve que on peut se mettre ça en début de journée pour se donner de la force. Je l'ai beaucoup écouté début printemps, quand il a commencé à faire beau. Et même quand dans la neige, ça m'a rendu un peu... je sais pas, ça m'a rendu un peu... une ambiance un peu enfantine, donc j'ai beaucoup aimé. On va traverser l'Atlantique pour mon dernier album avec Papou 2004 et Subject à la prod qui ont sorti Papa Holic Volume 1. Donc en fait, je sais pas comment on pourrait s'imaginer ça. Faut voir l'attitude de 50 Cent mélangée avec la voix de Pop Smoke et de la New Jersey. Donc un peu un mélange qui ressemble aux années 2000 mais transposé ici en fait. Il y a des rythmes très saccadés et rapides, ça fait automatiquement bouger la nuque et les épaules. Ça c'est grâce au prod de Subject qui notamment joue toujours avec des grosses basses et des lignes de synthé très typées. Ça semble sortir des tréfonds de ce qu'on a souvent considéré à tort comme le mauvais goût des années 2000. Justement, en fait, j'aimerais parler de la cover qui est donc du type Pine and Pixel. En fait, c'est un style de cover où, souvent on dit less is more, là c'est more is better, en fait, c'est plutôt l'inverse. On met des strass partout, on met des chiens trop grands, on met des verres en or massif, des Lamborghini en or massif, on peut leur mettre des réacteurs et des ailes aussi. Et c'est l'objectif du truc, et je trouve que ça colle très bien au projet, parce qu'il y a aussi ce côté collage, avec plein de trucs qui trouvent une cohérence dans le chaos. Là aussi, les morceaux ils sont très courts, mais Papou il sait être très efficace. Le seul problème, là aussi, c'est peut-être la durée, 47 minutes. Ça peut rendre l'écoute un peu indigeste, surtout si on n'est pas à l'aise avec le rap de l'ère donc date pif des années 2000 avec des synthés qui sont pas très discrets, mais on trouvera sûrement son compte là aussi. Moi, s'il y a un son que je devrais en tout cas retenir, je dirais que c'est Counter Strike parce que ça sent le soleil, la West Coast, justement avec ce synthé qui est toujours très fort. C'est très bien géré avec la voix samplée en fond, et je trouve que c'est une illustration parfaite de l'alchimie entre Papou qui rappe super bien et Subject qui lui donne des prods de fou. J'ai beaucoup parlé, maintenant Lilian prend la parole. C'est à moi de beaucoup parler. Bon, pour le coup, pour ce premier projet, je vais aller à l'essentiel. CTR The Creator a sorti un projet cet été qui a été super rafraîchissant. C'est pas le seul artiste issu de Hot Future qui a sorti un super projet musical en 2025. En effet, Earl Sweatshirt a lui aussi délivré cette année avec son album Live, Laugh, Love, et je vais être honnête avec vous, je pense qu'il y a très peu de sons sur le projet qui pourraient s'écouter indépendamment de celui-ci. Cet album, c'est un tout droit aussi, et c'est tout un mood en fait. Je saurais même pas vraiment vous dire ce qui me plaît dedans en réalité, mais voilà, quand je suis sur mon petit Vélib, soit dit en passant, on n'a jamais fait plus parisien comme phrase que ce que je viens de dire, que le soleil se couche sous un ciel immaculé et que je me mets ce projet, autant vous dire que je me dis que la vie vaut la peine d'être vécue. Et ouais, j'oublie tout, je ne pense à rien, c'est tout simplement un grand bol d'air frais, et il raconte sans doute des choses très intéressantes. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas écouté l'album, du moins je ne l'ai pas écouté, enfin je l'ai écouté justement en fond. Pour les fans de Earl Sweatshirt, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour les autres, je vais vous résumer un peu son style. Une voix nonchalante, des prods légères, douces et rythmées, et un flow qui a beau paraître parfois négligé, mais qui retombe toujours sur ses pattes. En bref, si vous voulez vous vider un petit peu l'esprit, je vous invite sincèrement à aller écouter Live, Laugh, Love. Je vais maintenant vous parler d'un... Juste n'écoutez pas Earl Sweatshirt si vous êtes rappeur, il va vous énerver parce que ça a l'air d'être trop facile en fait pour lui. Voilà, Ouais, un peu comme il veut Freddie vous- Gibbs. Il veut vous détendre, mais ça vous énerve. C'est trop fort. Je sais pas comment il fait. Je vais maintenant vous parler d'un duo que j'ai vu en concert à 2 reprises, en 2024 à la Maroquinerie, puis cette année à la Cor Arena. En comparant les deux salles, autant vous dire qu'il y a eu un sacré progrès, et je me rends d'ailleurs compte que c'est les seuls artistes américains que j'ai vus à plusieurs reprises, et quel honneur. Et si en 2023 ils ont sorti leur album Mid-Air, leur projet le plus complet et officiel, en 2025, Paris Texas, duo composé de Louis Pastel et Félix, ont sorti dans un premier temps un premier EP intitulé They Left Me With a Sword. Ils m'ont laissé avec une épée pour les non-anglophones, dans lequel, à leur habitude, ils font une véritable démonstration d'une musique alliant rap et punk rock, et là où des groupes comme Limp Bizkit ou les Red Hot Chili Peppers sont des groupes de rock dans lesquels on a un chanteur qui peut rapper, je trouve généralement justement que ces derniers sont plus des groupes de rock qui peuvent faire du rap plutôt que des groupes de rock et de rap. Et pour ce qui est de Paris Texas, en ce qui me concerne, c'est peut-être le groupe qui respecte le mieux cet équilibre entre les deux genres. Et quelques semaines plus tard, Paris Texas
nous sort un deuxième EP surprise intitulé They Left Me With A Gun. Ils m'ont laissé avec un flingue, bon peut-être qu'aujourd'hui je suis Audiolingo, on sait pas, dans la continuité du premier. Et à l'image du projet de Earl, ces projets, ce sont des vibes. Difficile pour ma part d'écouter des morceaux tirés de ces projets en dehors de ceux-ci, quand bien même il y a une exception. Voilà, je trouve le premier morceau de They Left Me With A Sword, intitulé Dogma 25, absolument stratosphérique. Bon, vu que ce sont des projets courts, je pense que c'est surtout des projets de transition qui servent à temporiser avant que le duo ne sorte un gros album, et pourtant c'était juste génial. Je vous invite vraiment à l'écouter. Et enfin, qui aurait pu croire que mon projet préféré aux States cette année ne serait pas du rap, du moins pas essentiellement. En 2022, le collectif Brockhampton tirait sa révérence afin de laisser ses membres se lancer dans des carrières solo. Et qu'en est-il du leader du groupe, j'ai nommé Kevin Abstract. Et bien en 2023, il sort Blanket, dans lequel il fait un virage à 180, puisqu'il s'agit en réalité d'un album pop, d'indie rock, pardon. Puis en 2024, il revient aux bases avec Glue, un projet très discret, puisqu'il est disponible que sur YouTube, que je trouve juste génial, parce que des morceaux comme Dirty Boy Swag, on n'en voit pas tous les 4 matins. Et cette année, il a très longtemps teasé de manière un peu abstraite Blush. Pendant un moment, Blush, on ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait. On avait simplement le droit à des stories, qui étaient en gros des visuels avec l'inscription Blush. Évidemment, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un album, notamment avec la sortie du premier single, à savoir Jeezer, avec Dominic Fike. Et d'ailleurs, ils forment à eux deux maintenant le duo du même nom, Jeezer. Et quand l'album est sorti en juillet, pareil que pour le projet de Le Double, gros coup de soleil dans la gueule. Si les quelques premiers sons du projet sont clairement des morceaux de rap, avec notamment le retour de son ancien comparse Amir Van, on pourrait éventuellement débattre du move que Kevin a fait en le ramenant, on passe déjà un bon moment. Et puis quelques sons après, on se rapproche d'une musique très pop, il n'y a qu'à voir Post-Breakup Beauty, 97 Jag ou bien Abandon Me avec Quadeka, j'irais même jusqu'à citer le morceau I Wasn't There avec des sonorités country. Bien que ces morceaux aient des styles assez typiques de celui de Kevin, ils pourraient totalement passer à la radio comme des poissons dans l'eau. Et parce que je vous arrête tout de suite, si certains pensent que pop rime avec musique facile et dénué de profondeur, cet album prouve que vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Je vous mets un petit warning d'ailleurs au passage, il y a un morceau qui dénote clairement de l'album à 100%, à savoir Nola avec mon grand ami JPEG Mafia, qui nous fait plus voyager dans des soirées rave que sur des plages californiennes. Voilà, j'aimerais aussi évoquer le morceau qui conclut l'album, à savoir Red Light, qui a longtemps été un unreleased et qui a été retravaillé pour l'occasion. Et quand on a longtemps streamé le morceau sur SoundCloud et que la fin du morceau surgit, je vous cache pas, c'est un peu la poussière dans l'œil. De plus, Kevin est un rappeur afro-américain homosexuel. Cet album, c'est aussi une sacrée brique dans la musique queer et c'est juste trop cool d'avoir des projets de cette envergure que cette culture pourra s'approprier. Blush, c'est le sable chaud, c'est la bande de potes dans la décapotable qui se racontent leur vie amoureuse, c'est les regrets et la nostalgie, mais c'est avant tout la fraternité. Et bah c'est parfait parce que tu as cité JPEG Mafia et la transition est toute trouvée. Oh là là. Puisque je vais parler d'un artiste qui s'appelle Gace Guevara, qui a longtemps été comparé à JPEG Mafia, pas toujours à juste titre, mais avec l'album qu'il a sorti cette année, il se sépare totalement de cette comparaison, puisque je vais vous parler d'un album qui ne ressemble à aucun autre, à la proposition très risquée mais totalement assumée, j'ai nommé Goyard Ibn Said. C'est un album construit comme une pièce de théâtre, qui musicalement emprunte autant au rap qu'à l'opéra. En effet, dès le premier morceau, The Whole Ground is Dead, retentit religieusement le sample d'un opéra russe d'Anton Rubinstein, mélangé à des drums rap agressives. Ce mélange musical totalement inattendu, mais extrêmement efficace, revient à plusieurs reprises dans l'album, notamment sur Branded ou sur The Apple That Scarily Fell, où Gace pose sur de la musique classique, formée par un violon et d'un clavecin qui semble venir tout droit de la Renaissance. L'album n'est évidemment pas uniquement constitué de musique classique et d'opéra, sinon moi aussi j'aurais eu du mal. On retrouve sur certains morceaux des instrumentales beaucoup plus conventionnelles, mais toujours variées, parce qu'on a de la trap, de la boom bap ou de l'électro. L'album il est construit comme une pièce de théâtre vraiment, donc il y a 2 actes. Au début du premier acte, on a un présentateur qui annonce une pièce au récit anthropologique, et au début du deuxième, on a des sortes de paroles philosophiques assez abstraites. On entend également des bruits d'applaudissements à plusieurs reprises, donc comme au théâtre, ou encore des répliques entre les morceaux, nous rappelant le contexte dans lequel on se situe, comme par exemple une femme à la fin de The Whole Ground is Dead qui presse un homme de se mettre en costume car tous les autres comédiens sont déjà en place. Mais cette forme théâtrale, en vérité, je vous avoue, c'est qu'un subterfuge créé par Gace pour permettre de créer un double sens entre la pièce que forme son album et l'industrie musicale qu'il critique tout l'album,
comme étant un théâtre et dont les artistes, particulièrement les rappeurs, seraient les comédiens. En effet, durant la première partie de l'album, il joue comme au théâtre. Il incarne un rappeur matérialiste à qui tout réussit, dont il se moque implicitement dans les morceaux. Mais cette ironie, elle critique directement le capitalisme dans son ensemble, parce que je pense qu'il est important de rappeler que Gaze Guevara, c'est l'un des seuls rappeurs communistes de tous les États-Unis. Pour moi, c'est un miracle que ça existe aujourd'hui. Et dans la deuxième partie, donc il change de rôle, il prend le sien, pour engager de nombreuses tirades intimistes et nihilistes, où il dénonce l'industrie musicale et l'envers du décor de cette dernière, mais d'une manière beaucoup plus émouvante que dans la première partie. On sent qu'il met vraiment de lui dans cette critique que c'est une industrie qui l'a vraiment blessé, qui lui a vraiment fait du mal. Donc tout cet aspect personnel, ça fait de cet album certes une pièce aux allures d'opéra politique, mais avant tout quelque chose de très intime, où le comédien doit jouer son propre rôle pour dénoncer les autres. Changement total d'ambiance avec la deuxième position de mon top, détenue par le rappeur japonais Kiana et son EP Kiana Core Free. Kiana, c'est un rappeur que j'ai découvert sur le dernier UDG Freshman Cypher, qui contient uniquement des rappeurs japonais, et sa performance elle m'avait mis une claque. Et donc du coup, j'étais allé directement écouter ses projets, et j'ai pris une claque encore plus grosse, surtout sur Kiana Core Free. Donc moi, cet album, c'est ce que je rêve d'entendre dans le rap japonais depuis des années, c'est-à-dire un projet de rap qui réussit à incorporer dans ses prods l'héritage musical immense du Japon. Et ça donne quelque chose d'absolument magnifique. Les prods qui d'ailleurs produit quasiment toujours lui-même, il me semble, elles sont super variées, mais elles arrivent toujours à incarner un pan de la musique japonaise. Je pense notamment à celles de Cheers in Japan et de PM3, qui me font penser à de l'enka, la chanson sentimentale japonaise faite de vibrato et de mélodies mélancoliques. Je pense à celle de Bee, qui m'évoque un mélange de J-pop et de prod à la Nujabes un peu, après c'est personnel. Ou encore celle de 7-Eleven et de Spectrum, qui rappellent vraiment les BO des jeux vidéo japonais les plus cultes. Je pense par exemple à Final Fantasy, Chrono Trigger ou Legend of Zelda. Évidemment, Kiana il pose magnifiquement dessus, même si j'en retiens quand même beaucoup plus un bonheur auditif instrumental que des bonnes perfs vocales ou rapologiques. Pour finir mon classement, oui, et par extension ce tout premier épisode du podcast au carré, je tiens à parler de mon projet préféré de rap US de 2025, Mélomaniac de K-Free. Pour la petite anecdote, moi je me souviens parfaitement de ma première écoute. Je suis en vacances à Berlin avec ma famille. Je sais pas pourquoi, je suis sous insomnie, il fait nuit, tout le monde dort. Comme d'hab. Donc j'ai pas grand chose à faire. Et je vois qu'il y a un EP qui est sorti d'une rappeuse que je suivais un peu. J'aimais bien ses singles, mais j'avais aucune idée de ce que vraiment elle pouvait donner sur tout un projet. Donc je lance innocemment et là vraiment je pète les plombs. Je comprends pas ce qui m'arrive et j'étais vraiment triste que tout le monde dorme parce que moi j'avais envie de sauter partout et de crier de joie parce que vraiment ce que j'avais dans les oreilles c'était incroyable. K-Free c'est une kickeuse, c'est une putain de kickeuse, comme beaucoup de rappeuses US vous me direz, mais à la différence des autres, elle a une espèce de folie dans ses variations de flow et une sorte de violence dans sa voix rauque et agressive qui rend pour moi tous ces morceaux vraiment super addictifs. Moi c'est ce que j'ai le plus écouté de l'année je pense. Cette voix unique, elle la pose sur des prod trap super puissantes, mais qui restent cohérentes à son univers musical, et ce qui n'est pas étonnant lorsqu'on sait que le grand Pierre Bourne a travaillé sur chacune d'entre elles. L'EP finit en beauté avec un morceau beaucoup plus apaisé, sur lequel K-Free s'adapte à la perfection, preuve que ce n'est pas qu'une kickeuse très talentueuse, c'est une future star. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur K3, à mon humble avis, à mon humble mot, pour Under Radar, je pense qu'en francophonie, le meilleur qu'on a eu cette année, c'est celui d'Infinite. Et pour le coup, niveau Quinry, je pense que K3, avec Welcome Down, le remporte haut la main. Voilà, c'est la fin du tout premier épisode du podcast au carré. On espère sincèrement que ça vous a plu et on vous dit à la prochaine. Ciao. Double ciao. Triple ciao si tu veux, vas-y. Allez. Merde ce mec.